Voyant cela, Camus était sur le point de hurler de peur, mais Yen lui couvrit immédiatement la bouche. Parce que ce monstre vit dans des endroits où la lumière est très faible. Sa vision est pratiquement dégénérée, remplacée par un toucher et une ouïe extrêmement sensibles. Cependant, au moment où nous cherchions comment nous échapper d'ici, l'araignée géante ouvrit soudainement sa gueule béante et projeta un venin vert. Les branches épaisses touchées par celui-ci se corrodèrent instantanément, révélant son extrême toxicité. Voyant cela, Yen esquiva agilement chacun d'eux tandis qu'Adolphe protégeait Camus, avec une barrière magique. Juste à ce moment-là, Aoun cria de peur, sa longue tresse ayant été contaminée par le venin. Remarquant cela, Yen coupa immédiatement sa tresse et le réprimanda. « Tu es vraiment un idiot, sachant pertinemment que Madame Huitpattes a une ouïe sensible, et pourtant tu fais délibérément un bruit pareil. » Aussitôt qu'elle eut fini de parler, le corps de Madame Huitpattes se prépara à lancer une attaque en direction d'Yen. Ainsi, Yen ordonna immédiatement à ses subordonnés de monter et de fuir dans les profondeurs de la forêt. À ce moment, les Balacs se dispersèrent en petits groupes tandis que les Baskerville et les Morgs fuirent ensemble. Cette différence suffit à faire changer Madame Huitpattes de cible pour Adolphe et les autres. Juste à ce moment-là, un mage Morgue rassembla des flammes dans ses mains grâce à des années d'expérience de chasse. Il savait que c'était la faiblesse des créatures ressemblant à des insectes lorsqu'il lança son attaque. Elle frappa solidement le monstre, provoquant une puissante explosion. Voyant cela, le mage et la personne à côté de lui affichèrent un air de soulagement. Cependant, ils ont complètement négligé la disparité des niveaux, même si la faiblesse de l'araignée est le feu. Face à une attaque d'une létalité extrêmement faible, elle ne pouvait tout simplement pas causer de dommages mortels. Impuissant, Adolphe fut contraint de continuer à fuir Madame Huitpattes. Mais l'état de Camus rendait la tâche difficile pour lui. Soudain Yen eut un éclair d'inspiration, et s'arrêta net, faisant demi-tour. Staffordshire demanda immédiatement ce qu'Yen prévoyait de faire. Yen répondit sérieusement: « Si nous continuons à fuir sans résister comme ça, tout le monde périra. Sous l'attaque de Madame Huitpattes, nous avons besoin de quelqu'un pour se lever et retenir temporairement la poursuite du monstre pour calmer l'insistance de Staffordshire. » Yen le défia immédiatement: « Penses-tu avoir la force d'affronter un monstre de niveau S? Sinon, continue juste à courir. Et juste devant se trouve le territoire des Baskerville, nous ne devons absolument pas la laisser y mettre les pieds. Sinon, les conséquences seront insupportables, donc le seul qui pourrait avoir une chance de mener à bien cette mission, c'est moi, et ça doit être moi. » Yen laissa également la décision de fuir ou de rester et de se battre ensemble à Adolphe. Mais avec l'état de Camus, Adolphe devait personnellement l'escorter pour recevoir un traitement. Finalement, il prit sa décision, qui était de ne pas gaspiller le temps d'évasion qu'Yen avait créé pour l'équipe. Voyant cela, Pomérian pleura à chaudes larmes, criant qu'Yen devait revenir en toute sécurité pour la revoir. En entendant cela, Yen était quelque peu sans voix. Un seul mensonge avait suffi à faire croire à tout le monde que c'était vrai après tout, même si Yen devait l'emmener sur le territoire devant, même avec les forces combinées temporaires de Baskerville et de Morgue, il ne pourrait tout simplement pas vaincre Madame Huitpattes. Pour moi, c'était sans aucun doute la seule occasion d'échapper à la surveillance d'Hugo. Si Yen pouvait faire semblant de mourir dans cette action, alors Yen pourrait gagner du temps pour apprendre et maîtriser la Dixem technique d'épée. Quand Yen sera suffisamment compétent, Yen ne sera plus manipulé par Hugo ou Yen pourrait perfectionner davantage mes compétences. Pour cacher ma véritable force, alors Yen retournerait dans la famille Baskerville. À ce moment, l'entité parasitant ma main droite, Belzébuth, était déjà affamée. Simultanément la silhouette de Madame Huitpattes, apparue également au-dessus de ma tête à ce moment. Est aussi apparue au-dessus de ma tête à ce moment précis. Yen utilisera toute ma force sans réserve, y compris le corps d'acier. Accordé par les eaux de la rivière Styx, la 5e technique d'épée de Baskerville. Dans le plus puissant et le plus important, Beelzebub immédiatement après. Yen a bondi dans le ciel, s'élevant directement au-dessus de la tête de Madame Huitpattes. Bientôt, elle aussi a senti une force démoniaque terrifiante, mais Yen ne lui laissera certainement aucune chance d'en profiter, juste au moment où mon épée Beelzebub entrait en éruption avec une puissante énergie démoniaque. Yen l'a plongée violemment vers le sommet de la tête de Madame Huitpattes. Pour accomplir ma vengeance de ma vie antérieure, Yen ne peut absolument pas laisser passer cette opportunité. Alors que Madame Huitpattes commençait à émettre des craquements, Yen a dépassé les limites et a percé son ultime défense. À ce moment, ma puissante frappe a également créé une vaste lumière rouge qui a rempli toute la forêt. Cependant, en voyant cette scène, Camus était également profondément choqué à l'intérieur, avec ce cri d'aide impuissant qu'elle ne pouvait pas donner. Quand Yen rouvrit les yeux, Yen se retrouva à voler dans un endroit étrange, ne sachant pas combien de jours Yen était inconscient.
Yen a-t-il survécu à la bataille contre Madame Huipat? Juste à ce moment, Yen s'est soudainement souvenu de la bataille avec Madame Huipat. Si elle n'avait pas été effrayée par la lumière aveuglante générée par Beelzebub, Yen aurait vraiment pu mourir de son incapacité à la vaincre. Yen a sous-estimé la force de Madame Huipat. Ses attaques sont comme un cauchemar pour le moi actuel. En ce moment, qu'il s'agisse des muscles, des os ou des vaisseaux sanguins, la douleur est présente partout. Cependant, Yen n'a toujours aucune idée de pourquoi. Cette corde est attachée autour de mon cou. Cette corde m'a sauvé la vie. Mais bon, si les choses continuent à se développer comme elles le font maintenant, Yen pourra mettre en œuvre mon plan. Pour échapper à la surveillance de Hugo. Outre Adolphe et Camus, il y avait de nombreux autres témoins. Donc Yen n'a pas besoin de s'inquiéter que ma mort soit prouvée. Mais quand Yen est sorti de la simple tente, Yen réalisa qu'Yen était arrivé au campement des tribus barbares. Il semble qu'Yen ait été ramassé par des forces ennemies. Pendant ce temps, derrière moi, une barbare s'approchait rapidement de moi, menant 4 esclaves et se préparant à les exécuter. Yen reconnut que ces 4 esclaves étaient issus des clans de 3e ordre de Baskerville. Mais Yen ne pouvait toujours pas comprendre pourquoi Yen était traité différemment. Soudain, quelqu'un derrière moi m'a appelé. C'était Aoun qui avait voulu attaquer Camus à nouveau. Voyant qu'Yen s'était réveillé, il a demandé ce que ça fait. De regarder ton propre peuple marcher vers la mort. Yen suppose que tu dois te sentir très désespéré et souffrant. Surtout que ton corps estropié ne peut pas riposter. Si tu n'étais pas le chien de compagnie du commandant, Yen t'aurait fait bouillir tout de suite. Entendre les mots chien de compagnie m'a rendu furieux. Yen s'est souvenu à nouveau du destin contrôlé par Hugo dans ma vie passée. Peu importe le prix, Yen ne peut pas répéter les mêmes erreurs dans cette vie. Aura meurtrière, Yen a admis que ma colère a également fait sentir à Aoun comme si la mort elle-même était descendue. Mais il réalisa rapidement qu'Yen est maintenant estropié et ensuite, il a balancé son poing et m'a frappé fort au visage. Puis il m'a grondé de me dépêcher et de suivre la corde. Pour trouver mon maître car elle était déjà à bout de nerfs. À ce moment, Yen a juré que lorsque mon corps se rétablira, Yen rendra sûrement le coup de poing qu'Yen a reçu de ce scélérat. Avec intérêt. Suivant les conseils d'Aoun, Yen a suivi la corde et a réussi à trouver son extrémité. À ma grande surprise, le soi-disant maître s'est avéré être la fille géniale de la tribu barbare, Yen. La voyant toujours se baigner dans la rivière, Yen ne savait pas quoi dire. Mais juste à ce moment, Yen m'a soudainement ordonné de descendre et de tirer sur la corde. Pour me plaquer de force au sol. Puis une flèche est apparue et a frappé le tronc d'arbre. En écoutant Yen gronder ses enfants barbares, Yen réalisa qu'Yen avait été utilisé comme cible. Il semble que rester ici sera vraiment un supplice pendant un certain temps. Après la réprimande, Yen m'a remercié de lui avoir sauvé la vie auparavant. Et elle a également mentionné qu'elle m'avait sauvé 2 fois. En entendant cela, Yen a demandé avec confusion. « As-tu installé cette corde ?» Yen est revenu juste au cas où Yen ne l'aurait pas fait. « Tu serais mort, sois reconnaissant que Yen soit tenace. » Puis Yen a redemandé, « Yen est un ennemi de la tribu barbare. Pourquoi Yen est-il traité différemment et non exécuté? C'est parce que tu sembles occuper une position élevée. Au sein de ton groupe, du moins c'est ce que Yen a pensé. Yen allait essayer de voir combien d'argent Yen pourrait obtenir pour toi. On dirait que Yen est vraiment dans le pétrin. Si la tribu barbare négocie vraiment avec Baskerville. Pour ma rançon, alors mon plan de simuler ma mort et tout ce qui s'ensuit sera ruiné. » Juste à ce moment-là, Yen a soudainement esquissé un sourire narquois. Malheureusement, Yen ne veut pas d'argent maintenant. Yen veut juste que tu sois mon esclave après avoir dit ça. Yen a coupé la corde qui me reliait avec son épée. Allons-nous d'abord décider de nos titres? Appelle-moi maître. En entendant cela, Yen est resté silencieux et l'a fixé du regard. Elle a ri et a dit, Yen aime ses yeux rebelles. Cependant, Yen croit qu'avant qu'elle puisse m'apprivoiser, il y a un endroit où nous devons nous arrêter. Yen a demandé, confus, où allons-nous? Que veux-tu dire? N'est-ce pas évident? Tu devrais présenter tes respects. Quand tu mets les pieds sur la terre de quelqu'un d'autre. Nous rendons visite au chef du village. La matriarche. Alors que nous marchions vers la matriarche, Yen m'a dit que dans la tribu barbare. Si tu n'as pas d'endroit où dormir, tu peux dormir dans le hamac de ton ami. Et si tu as faim, tu peux obtenir de la nourriture de quelqu'un qui est plus riche. Cela peut ne rien signifier pour les étrangers, mais pour ceux qui vivent ici. C'est un endroit très accueillant. Ce sera bien pour toi de t'habituer à ça. Peu de temps après, nous avons atteint la tente au centre, mais ce à quoi Yen ne s'attendait pas, c'est qu'au moment où Yen est entrée, elle a appelé la personne devant elle, mère. Voyant sa fille amener un esclave. Et un mâle en plus, elle a plaisanté, il semble que tu aies enfin amené le garçon impérial, dont tu parlais tous les jours. Yen a immédiatement interrompu bruyamment. Yen n'a rien fait de tel. À ce moment,
Ian a réalisé que la femme qui se tenait devant moi maintenant est le renard nocturne de ma vie passée qui a également laissé une cicatrice sur le nez d'Hugo et a fait perdre son sang-froid à Adolphe. Donc, pour tester la force actuelle de la matriarche, Ian l'a comparée à ma situation de vie passée. Mes chances de gagner dans une confrontation directe sont nulles et mes chances de succès dans une attaque surprise par derrière sont également nulles. S'il s'agit de s'enfuir, cependant, il y a une probabilité de 20%. Ce pourcentage n'est pas de gagner, mais de survivre à une fuite de sa présence. À ce moment, la matriarche m'a examiné de près, ne semblant pas accueillir mon arrivée. Et dans la seconde suivante, elle a montré un regard perplexe. Ian a l'impression d'avoir déjà vu ton visage quelque part. Mais elle n'a pas dit grand-chose d'autre après tout, à son avis, la plupart des hommes impériaux se ressemblent. Voyant que mon identité n'avait pas été révélée, Ian s'est senti soulagé, pensant presque que, sur la base de ses 7 ans et demi d'intuition, elle pourrait déterminer que Ian est un proche parent de sang de Baskerville. Ensuite, la matriarche a interrogé Ian. « Qu'est-ce que tu comptes faire avec lui ? Il n'est pas différent d'un estropié. » En entendant cela, Ian a ri et a expliqué « Mère, ne te laisse pas berner par son apparence actuelle. C'est lui qui a attaqué Madame Huitpat. Il sera utile une fois qu'il aura reçu un bon traitement. » Mère comprend naturellement les intentions subtiles de sa fille. Elle a ensuite mis en garde Ian, agir sans connaître ta place pourrait se retourner contre toi. Eh bien, peu importe si son corps est détruit ou non. Si son siège va bien alors et avant qu'elle ne puisse finir. Ian l'a interrompu, « Mère, ce n'est pas ça. Ian va l'utiliser comme esclave. Ian a besoin d'un esclave pour me soutenir pendant les chasses. » À ce moment, la matriarche a tapoté Ian sur la tête. A dit, « Eh bien, c'est aux propriétaires ce qu'ils veulent faire avec leur esclave. » Après avoir rencontré la matriarche, Ian m'a donné ma première tâche en tant qu'esclave, construire une tente pour moi. À partir de maintenant, cet endroit serait ma demeure dans la tribu. Après avoir dit cela, Ian n'a pas pu s'empêcher de glousser. Secrètement en train de penser qu'il est impossible que les bâtards impériaux sachent comment construire une maison. Ordonner à un esclave fait partie des compétences d'un maître. Ian devrait profiter de cette occasion pour rééquilibrer la hiérarchie entre nous bientôt. Ian est revenu et avait l'air perplexe. Ian avait réussi à monter une simple tente en peu de temps. Et elle avait même l'air plutôt fiable. Il semble que le plan initial d'Ian ait complètement échoué, bien qu'elle ait apporté tout un tas d'outils utiles. En regardant la tente qu'Ian a construite, Ian s'est souvenu des souvenirs de ma vie passée de la guerre, une époque de destruction. La plupart des épéistes de Baskerville n'utiliseraient que des épées pour tuer l'ennemi, ce qui entraînait un défaut fatal. De ne pas pouvoir survivre longtemps à l'extérieur pour résoudre ce problème. Baskerville a commencé à prendre cela au sérieux. Chaque enfant devait subir des épreuves, dans des environnements extrêmes, donc monter une tente était une tâche mineure pour moi. Ian a alors sérieusement commencé à inspecter une tente sous divers aspects, qu'il s'agisse du drainage ou de la stabilité de la tente, tout était parfait à ce moment-là. Ian lui a dit qu'Ian avait remarqué que la tente de la matriarche avait des problèmes majeurs qui la rendraient certainement instable en cas de forte pluie. Si elle voulait que je la répare, Ian le ferait sans hésitation. Ian a accepté. La première chose que nous avons faite a été de mélanger de la terre à chaud et du gravier pour faire des briques, puis d'utiliser de la graisse animale pour les cuire et les renforcer. Après des jours et des nuits de fabrication de briques, Ian et Ian sont allés voir la matriarche avec mes compétences de maçon, pratiquées pendant 2 ans et demi, l'instabilité des tentes par mauvais temps a finalement été résolue. En voyant cela, le chef de la tribu barbare était incrédule. Il semble qu'il y ait encore des choses que les humains impériaux peuvent faire et leur enseigner, même par le pire temps. La tribu n'a plus à s'inquiéter des fuites et des toits qui s'effondrent. Ainsi, ma prochaine tâche était de travailler avec Ian pour résoudre les 10 problèmes de la tribu. Quelques jours plus tard, Ian est officiellement entré dans la vie misérable d'une esclave, devant faire toutes sortes de tâches ménagères comme la lessive et la cuisine tous les jours. Finalement, Ian n'en pouvait plus et m'a demandé « Veux-tu vraiment continuer comme ça ? N'as-tu jamais pensé à devenir un membre officiel de la tribu ?» Ian a répondu indifféremment. Faire des corvées n'est pas une si mauvaise chose, en effet, c'est mieux que le Baskerville impitoyable. En écoutant ma réponse, Ian savait qu'Ian avait dû recevoir une formation professionnelle. Cependant, sur le chemin du retour, Ian a quand même insisté. Pour me persuader de m'intégrer à leur tribu barbare, elle m'apprendrait aussi comment survivre et m'adapter ici, mais Ian n'était intéressé par rien de tout cela. Jusqu'à ce qu'elle mentionne que cela pourrait enfin enlever la corde de mon cou. Cela a attiré mon attention, alors Ian s'est retourné, et a demandé si c'était vraiment vrai. Quand Ian a demandé ce qu'Ian devait faire, la réponse d'Ian a été « pars à la chasse et capture une énorme proie ». Récemment,
Les guerriers des tribus ont été capables d'attraper de grosses proies, ce qui fait que les enfants de la tribu ne reçoivent pas suffisamment de compléments nutritionnels. En d'autres termes, tant que tu peux changer la situation actuelle, changer ton titre d'esclave à roturier ne serait pas difficile. Il semble que tu n'as pas de problème à déplacer des objets légers, tu as juste besoin de m'aider. Iyen te dit d'être reconnaissante d'être l'esclave du Balax. Commandant de la chasse à contre-cœur, Iyen a également dû accepter pour l'instant. Après tout, qui pourrait supporter d'avoir une corde autour du cou, tous les jours comme un chien. À ce moment-là, une silhouette est soudainement apparue derrière nous, en train d'écouter, et c'était Aoun qui voulait ma mort, sale bâtard. Iyen va s'assurer que tu paies le prix, il est absolument impossible pour toi de t'entendre ici bientôt. Nous avons participé à la cérémonie de prière chamanique. La légende raconte qu'après avoir tué la proie, la mort elle-même descendra, donc pour éviter les dommages accidentels causés par la mort, il faut se couvrir le visage de charbon, ainsi sont les chasseurs. Avant de partir chasser, on reçoit les bénédictions du charbon sous la guidance du chaman. Un humain, mais bien que ce soit une coutume de la tribu barbare. Beaucoup ne l'approuvent pas et sont extrêmement agacés. Il semble que les chamans soient tous les mêmes, aujourd'hui. Leur statut dans la tribu ne joue pas un rôle significatif. Après avoir reçu les bénédictions du charbon, Iyen était sur le point de faire des éloges hypocrites. À propos du visage d'Iyen, mais elle s'est immédiatement énervée et a essuyé le charbon avec sa main. « Tais-toi, Iyen. Ne t'entends pas avec le chaman. » Puis, il a sorti un collier étrange, pour que je le mette autour de mon cou. Cela m'a rendu extrêmement perplexe. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi passer d'une bonne corde à un collier de chien? Iyen a expliqué que nous étions eux, pour que nos coups ne soient pas mordus par nos proies. En entendant cela, Iyen n'a pas posé d'autres questions. Après tout, maintenant qu'Iyen est dans une tribu barbare, il est nécessaire de suivre les coutumes et les habitudes ici. Une fois que tout était prêt, Iyen et Iyen ont monté un loup blanc pour partir, et elle m'a aussi rappelé de tenir sa taille. Serrée, cependant, en raison d'avoir une fiancée dans l'Empire. Iyen n'a pas tenu compte de son conseil. Cela m'a conduit à perdre l'équilibre. Quand le loup blanc a soudainement accéléré, me faisant tomber lourdement au sol. Cela a rendu mon corps déjà malmené encore plus malmené. En voyant cela, Iyen n'a pas pu s'empêcher de rire aux éclats. Iyen t'avait dit de tenir ma taille. Juste à ce moment-là, Aoun est soudainement apparu derrière nous. Iyen a immédiatement démonté du loup pour demander ses intentions. Aoun a dit sarcastiquement. Iyen, tu sembles être très libre à jouer avec ton esclave. Mais laisse-moi être clair, Iyen suis déterminé à attraper une proie plus grosse que toi, et à engager l'honneur de mon grand-père pour te remplacer en tant que commandant. Iyen a ignoré la plupart de ça, mais a remis en question le gage. Ton grand-père ne connaît que les enseignements chamaniques. Son statut ne signifie rien dans la tribu. Pendant leur conversation, Iyen s'est finalement assis après s'être reposé un instant. Iyen ne savait pas que juste cet acte. Aoun a rapidement levé son pied et a porté un coup violent à mon visage. Bâtard inutile, as-tu le droit de bouger pendant que ton maître parle? En même temps, il a également interrogé Iyen. Tu mets un collier de chien à cet esclave estropié. T'attends-tu à ce qu'il se batte à tes côtés pendant la chasse? Reprends-toi. Il ne sera qu'un fardeau. En entendant cela, Iyen n'était pas seulement pas en colère. Mais elle a aussi souri et a dit, Iyen se demande, tu devrais jeter un coup d'œil à ta ceinture. Pour avoir dit ces choses. Alors qu'Aoun baissait les yeux, son visage montrait un choc. Où sont passées mes flèches? Iyen a craché une gorgée de vieux sang, raillant, tu devrais saisir tes armes. Comme tu le ferais avec ton amant. En entendant cela, le visage d'Aoun est devenu de plus en plus embarrassé. Et puis, serrant les poings, il a chargé sur moi. Mais juste au moment où son attaque était sur le point d'atterrir, Iyen a utilisé le corps de l'arc. Pour arrêter son agression injustifiée. De quel esclave penses-tu punir? De ton propre chef. Aoun a immédiatement rétorqué, c'est un esclave. Il doit être puni pour avoir insulté un guerrier Balak, commandant Iyen. Tu te donnes beaucoup de mal pour l'aider. Est-ce que tu aimes cet esclave estropié ou quelque chose? Voyant les choses dégénérer à ce point, Iyen, sans autre choix, a joué le jeu avec Aoun. D'accord. Un esclave est un esclave, et s'il fait quelque chose de mal, il mérite en effet d'être puni. Mais Iyen veut quand même que ce soit clair pour toi, c'est mon esclave. Et tu n'as pas le droit de toucher un cheveu de sa tête. Puis, après qu'Iyen ait fini de parler, il a saisi son poing, et m'a généreusement offert un coup de poing au visage. Et le sang frais de ma bouche a taché l'herbe au bord de la route. Quant à Aoun qui a été témoin de cette scène, Iyen a été choqué par les actions d'Iyen. Une fois la punition terminée, Iyen a dit avec colère, « Alors, tu es content maintenant ?» Iyen sait que tu es contrarié parce que tu n'as pas pu attraper une fille pour toi. C'était la dernière fois, mais si tu recommences à maltraiter mon esclave,
Ian va te tabasser, compris? Sachant ça, disparaît tout de suite. Mais quelle malchance pour Ian de s'être fait botter le cul sans raison. Et maintenant, recevoir un coup de poing alors qu'on continue notre chemin sur le loup blanc. Ian s'est excusé pour ce qu'elle venait de faire, et m'a demandé si mon visage me faisait encore mal. Voyant qu'Ian ne répondait pas, elle expliqua anxieusement que c'était nécessaire. Aun est un type mesquin et têtu, c'était le seul moyen d'arrêter ces représailles insignifiantes. Mais Ian ne répondait toujours pas à mes paroles incessantes. À ce moment-là, Ian fit soudain un grand salto arrière. Ce coup de poing t'a fait mal à la bouche, ou ta vie est-elle en danger à cause de cette blessure? À contre-cœur, Ian dut répondre, ça fait mal de parler. J'ai souvent ce genre de blessure. Avant qu'Ian ne puisse finir sa phrase, elle s'est penchée vers moi, et a embrassé ma blessure. Ensuite, elle m'a timidement dit, y a-t-il quelque chose que tu désires de moi? Dis juste une chose, si. Si c'est quelque chose qu'Ian peut faire. Ian le fera. Surprise, Ian demanda, vraiment? Est-ce qu'Ian peut demander n'importe quoi? En entendant cela, Ian engagea son honneur, bien sûr. Un guerrier balak ne revient pas sur sa parole. Alors, Ian baissa la tête et réfléchit. Ce qui fit fantasmer Ian, se demandant si c'était vraiment le moment d'avoir des enfants. Mais quand Ian formula ma requête, le cœur d'Ian se glaça instantanément. Apprends-moi à tirer à l'arc. En entendant cela, l'expression d'Ian s'assombrit. Alors, à partir de demain, nous ferons un entraînement spécial. Le lendemain, notre entraînement commença, cependant. Sa façon d'enseigner le tir n'est pas bien intentionnée, se moquant du fait qu'Ian n'ait aucun talent dans ce domaine. Tout en enroulant ses mains autour de ma taille pour me donner des instructions de près. C'est purement pour me conduire à la chambre nuptiale, bien qu'Ian ait insisté sur le fait que c'était la meilleure façon. Compte tenu de ma blessure et du fait que ma taille n'avait pas guéri. Elle a quand même délibérément tordu, et maintenu mon corps en place pendant longtemps. Me convainquant complètement. Heureusement, à ce moment-là, le loup blanc. Bakira sortit soudainement des buissons, ce qui fit qu'Ian cessa de pousser sur ma taille. Pourtant, Ian n'avait même pas assez reposé avant qu'Ian ne me dise de me lever rapidement. Bakira a déjà localisé la cible. Suivant les indications de Bakira, nous sommes arrivés dans un endroit rempli de roches pointues et d'une eau de ruisseau de montagne très ordinaire. Mais Ian dit sérieusement, ne te laisse pas tromper par son apparence. Ce ruisseau est l'endroit où l'océan converge. La proie que nous voulons viendra ici. Pour se nourrir et dominer cette zone, et la nourriture est exactement les poissons qui rêvent de traverser les montagnes. Ma grand-mère m'a raconté une légende. Les poissons croient toujours que s'ils réussissent à remonter la cascade, ils évolueront en bêtes puissantes et féroces, cependant. La plupart des poissons-grenouilles abandonnent à mi-chemin par manque d'endurance et tombent d'entre les cascades. Tandis que certains chanceux peuvent réessayer, s'ils sont percés par des roches pointues. Ils reçoivent également la punition de la nature, et deviennent un repas pour les ours-bœufs de la forêt. À première vue, Ian était pleine de doutes, car d'après ce qu'Ian comprenait, les ours-bœufs ne ressemblaient pas à ça. En entendant cela, Ian expliqua, ce n'est pas un ours-bœuf ordinaire, il est né d'une lignée supérieure, qui a survécu à d'innombrables batailles de vie et de mort, comme tu peux le voir d'après ses cicatrices permanentes. Par conséquent, Ian demanda à nouveau, alors, notre proie aujourd'hui est celui-là, n'est-ce pas? De façon inattendue, Ian donna une réponse négative. Ian n'a pas demandé à Bakira de trouver une forte femelle ours-bœuf. Notre cible aujourd'hui est un mâle ours-bœuf venant courtiser la femelle. À ce moment-là, leurs yeux se croisèrent, puis la femelle ours-bœuf commença à se battre férocement. En peu de temps, environ une douzaine d'ours-bœufs mâles furent battus et s'enfuirent en panique. Cette scène a vraiment brisé ma vision du monde, déviant complètement des schémas habituels. Dans ma compréhension, dans le règne animal, ce devraient être les mâles qui se battent en duel. Jusqu'à ce qu'un gagnant soit sélectionné pour gagner la faveur des femelles, Ian a pari, c'est une logique erronée parce que les animaux ici désobéissent presque toujours aux règles habituelles de survie, les femelles fortes choisissent souvent les partenaires les plus faibles. Surpris, Ian réalisa que c'était exactement comme Ian l'avait dit. Ian continua, révélant la raison pour laquelle il cherche un partenaire qu'il peut dominer parce que les mâles forts, lorsqu'ils sont trop excités pendant l'accouplement, peuvent finir par tuer la femelle. C'est similaire à la façon dont les guerriers balak choisissent leurs partenaires. Savez-vous quel type de conjoints sont les plus populaires? Ce doivent être ceux avec de forts gènes d'ADN. Et encore mieux s'ils sont temporairement affaiblis par une blessure. En entendant cela, Ian était perplexe, cela montre juste que les balaks ne recherchent que les gènes, ils se fichent de l'apparence des hommes ou d'autres aspects. À ce moment, Ian suit plus déterminé qu'Ian doit récupérer rapidement, ou Ian ne pourrait certainement pas échapper à ce destin maudit. Quant à ce que nous devons faire ensuite, nous devons juste attendre car pendant l'accouplement, l'ours épuisera toute l'énergie du mâle.
ours et alors que des sons indescriptibles résonnaient à travers les montagnes. Ian savait que la bataille avait officiellement commencé, cependant pour s'assurer que l'ours pourrait concevoir avec succès au cours des prochains jours, Ian suivrait les instructions d'Ion et leur apporterait personnellement de la nourriture à notre campement de fortune. Ian m'expliqua impatiemment les principes sous-jacents, elle tenait un fruit rose dans sa main, expliquant que quiconque en mange un verra sa force de combat décuplée. Mais c'est aussi un type de fruit nocif car il consume la durée de vie. Ainsi, la femelle qui est plus intelligente comprendrait nos intentions, le mâle comprendrait aussi, mais afin de gérer la femelle, il n'a pas d'autre choix que de le manger, cependant juste au moment où Ian ramassait la nourriture qu'Ian avait cuisinée, et était sur le point de la boire, Ian ne pouvait s'empêcher de se plaindre de la façon dont les ours s'accouplaient comme des fous. À cela Ian répondit. N'est-ce pas normal, Ian sait que tous les balaches mâles sont comme ça. Mais Ian suppose que les mâles impériaux ne le sont pas, eh bien, puisque tu viens d'un pays ringard, Ian suppose que tu ne peux tout simplement pas. À ce moment Ian était complètement sans voix. Pendant ce temps, les pupilles d'Ian se contractèrent soudainement, et elle ramassa rapidement son arc et ses flèches, m'exhortant à me lever et à commencer à bouger parce que, comme l'ours vient d'émettre un rugissement de colère, cela signifie qu'elle est enceinte, et elle va maintenant chasser l'ours mâle qui a épuisé toutes ses forces. Voyant l'ours mâle vraiment chassé de la grotte, Ian m'expliqua la situation. Une fois l'accouplement terminé, l'ours mâle n'est pas différent des autres animaux envahissant le territoire. Donc l'ours l'avertit souvent de ne pas revenir, cependant cela n'a pas d'importance pour nous. Ce que nous devons faire maintenant est de suivre de près l'ours mâle. Après avoir enduré 4 jours de bataille continue, il veut certainement trouver un endroit isolé. Le moment où il s'endort est le meilleur moment pour que nous passions à l'action. La scène change et Ian arrive dans un lieu de glace. Nature sauvage et neigée, ici le vent froid est mordant, et pas un brin d'herbe ne pousse. Ce qui le rend sans aucun doute plus approprié pour se cacher que la forêt. Il semble que l'ours soit en effet très intelligent, mais à des températures aussi basses. Mon corps commence rapidement à se sentir mal à l'aise. À ce moment Ian remarque également que quelque chose ne va pas, et demande rapidement si Ian est froid. Si c'est le cas, Ian peut se rapprocher d'elle. Sinon la baisse de la température corporelle, entraînant une raideur corporelle, pourrait affecter notre opération de chasse. En entendant cela Ian réfléchit un instant, puis décide de croire qu'Ian n'a pas d'arrière-pensée, et enlace promptement sa taille. Pour préserver ma vie instantanément, les joues d'Ian rougissent à ce moment précis. La réaction de Bakira la ramène soudainement à la réalité, il suivait à l'origine les empreintes de l'ours-bœuf, mais maintenant il y a une interruption dans la piste. C'est-à-dire qu'avant qu'Ian ne puisse finir de parler, une paire d'yeux écarlates la fixait fixement. Depuis une fissure à côté d'elle et dans la seconde suivante, l'ours-bœuf fatigué réalisant que ses traces avaient été exposées, décide également de prendre des contre-mesures. Pendant ce temps Aoun a capturé un sanglier sauvage à pointe de 3 mètres de haut, et l'a ramené à la tribu. En voyant cela, les membres de la tribu l'ont vivement félicité. De plus, étant donné qu'Ahan a accompli cet exploit à lui seul, la tribu croit unanimement qu'il deviendra certainement le prochain commandant de chasse. En entendant les éloges de la tribu, Ahan est extrêmement excité. Tout ce qu'il a fait est de remplacer Ian sous l'adulation de la tribu. Il se perd progressivement, et se moque même d'Ian pour avoir un esclave handicapé, probablement incapable d'attraper même un lapin convenable à ce moment-là. L'ours-bœuf qu'Ian avait ciblé pour sa chasse a soudainement balancé ses griffes massives. Chargeant vers l'avant avec une intention meurtrière, Ian, bien que réagissant à temps, est momentanément stupéfaite par la peur et se fige sur place. Heureusement, Ian enlace rapidement la taille d'Ian et se penche en arrière avec force, évitant ainsi un handicap tragique. Cependant, notre grave déséquilibre nous fait tomber lourdement au sol. Bakira, voyant son maître attaqué, ouvre immédiatement sa grande gueule et attaque l'ours-bœuf. Même s'il mord avec succès le bras de l'ours-bœuf, la différence absolue de force se manifeste. Que l'attaque de morsure de Bakira n'a pas causé de dommages efficaces. Voyant cela, Ian a rappelé à Ian d'éviter la confrontation directe avec l'ours-bœuf. Ian devrait le flanquer des deux côtés et cibler ses points les plus faibles. Mais dès qu'Ian a fini de parler, Ian m'ordonne de me cacher derrière elle. Car elle veut montrer sa dignité en tant que mon maître, en pensant au coup de poing. Ian devrait endurer pour avoir désobéi à un ordre. Ian ne peut qu'honnêtement se cacher derrière un gros rocher, qui est assez grand pour couvrir ma silhouette. Cependant, Ian se sent toujours confus. Logiquement parlant, un esclave devrait être en première ligne et non être protégé, n'est-ce pas? Ian ne peut tout simplement pas comprendre les règles bizarres de cette tribu barbare. Pendant ce temps, Ian chevauchant Bakira saute d'avant en arrière à travers les montagnes accidentées. Il prévoit de lancer une attaque aérienne, rendant l'ours-bœuf volumineux complètement sans défense après avoir été touché par plusieurs flèches. L'ours-bœuf se cache frénétiquement derrière les rochers en essayant d'éviter d'autres tirs.
Mais il sous-estime complètement la force de son adversaire. Devant le tir à l'arc infusé de magie d'Iyen, les obstacles sont aussi bons que inexistants. Même un mur de la ville pourrait être pénétré et abattu par sa frappe à pleine puissance. Cependant, ce qui me surprend cette fois, c'est que la flèche tirée par Iron ne perce pas directement à travers la roche, mais utilise le courant d'air généré par la frappe de la roche pour attaquer l'ours-bœuf caché derrière. Atteignant même son ventre le plus vulnérable avec précision, un tir à l'arc aussi magistral me fait admirer sa capacité de transformer le tir en un art et de cibler parfaitement les points faibles de la proie. Compétence probablement seulement possible pour les descendants du renard de la nuit. Si nous parlons de pur talent, la force d'Iron pourrait bien surpasser celle du futur chameau Morgue à ce moment, après avoir reçu un coup fatal. L'ours-bœuf saigne continuellement de sa gueule, réalisant que sa fin est proche. Il décide d'arrêter de courir et à la place se retourne et charge l'ennemi en l'attaquant. En voyant cela, Iyen n'est pas du tout paniqué. Tirant toujours régulièrement l'arc et tirant continuellement sur la tête de la proie. Voyant l'ours-bœuf dans une situation désespérée, Iyen infuse une fois de plus de la magie dans sa flèche, se préparant à porter un coup mortel final pour mettre fin à sa vie. Alors que la flèche chargée de magie est tirée, l'air ambiant tremble légèrement, sous l'impact de l'explosion à l'origine. Iyen pensait que l'ours-bœuf tomberait complètement après cette puissante attaque. Cependant, à un moment critique, ses yeux ont éclaté de férocité. Évitant habilement l'attaque en utilisant son intelligence innée. Bien que sa corne droite n'ait pu s'échapper, il repousse avec succès l'ennemi. Représentant une menace pour lui, Iyen est violemment projeté en arrière par cette frappe. Roulant sur plus de 100 mètres à cet instant. Iyen réalisa qu'elle avait négligé l'avertissement de sa mère quand une bête féroce est sur le point de mourir. Elle déchaînera une sauvagerie et une force sans précédent, attaquant jusqu'à éliminer complètement l'ennemi. Menaçant sa vie, pendant ce temps, la silhouette de l'ours-bœuf se rapproche déjà d'Iyen. Et l'instinct de peur la fige une fois de plus sur place. Sachant pertinemment que sa vie pourrait être perdue ici, cependant, juste au moment où l'ours-bœuf ouvre son énorme gueule. Iyen ne supporte plus de regarder, tu aurais déjà dû montrer ta dignité. Maintenant, c'est mon tour, mes yeux émettent une lumière féroce. Et suite à cela, ma main droite invoque Beelzebub, le poignardant directement dans la gueule de l'ours-bœuf. Arrivant sur moi instantanément, une puissante flamme jaillit, après avoir été touché, l'ours-bœuf tombe complètement. Mourant avec des griffes, cependant, juste au moment où Iyen s'apprête à se moquer d'Iyen pour sa surestimation. Et à compter de force sur mon corps blessé pour tuer l'ours-bœuf. Mon cœur s'arrête soudainement et Iyen s'effondre sur le sol. Peu après, les Alex organisent une cérémonie pour célébrer. Alors qu'ils se régalent de l'ours-bœuf que nous avons capturé à cet instant. Iyen se moque de moi en me disant que je suis devenu le héros de la chasse, elle. Expliqua que le chasseur qui attrape la plus grosse proie reçoit le respect et l'admiration des membres de la tribu. De plus, l'ours-bœuf n'est pas seulement fort et féroce, mais il est aussi très intelligent. Ce qui en fait un honorable. Juste à ce moment-là, Aoun me tend un bol de nourriture faite à partir de l'ours-bœuf. Cependant, quand Iyen remarqua qu'il contenait moins de viande, Iyen se plaignit immédiatement, cela met Aoun en colère. Le faisant s'éloigner en tempêtant, puis me dit que c'est la tradition des Balax. Celui qui contribue le plus à la chasse reçoit le moins de viande. Et gagne d'autant plus d'honneur en retour. En entendant cela, Iyen était perplexe. Tu deviens plus honorable avec moins de viande, la viande n'est-elle pas meilleure qu'un honneur inutile ? Cependant, ce qu'Iyen a vraiment gagné de cette chasse n'était pas de la viande, mais la compétence du marteau de kilogrammes de l'ours-bœuf. Cette compétence me permet d'augmenter mon poids corporel à un terrifiant 600 kg. Tout en retenant ma respiration, pour quelqu'un comme moi qui peut retenir sa respiration dans les bâtons de rivière. Pendant jusqu'à 7 minutes, cette compétence est comme de la triche, de plus, après que Beelzebub ait absorbé l'ours-bœuf. Mon corps s'est beaucoup rétabli, à ce moment-là, Iyen m'a donné un long intestin de l'ours-bœuf. Disant que ma nourriture n'était pas suffisante, mais Iyen immédiatement lui dit qu'Iyen avait déjà eu une portion de viande et un bol de sang, cependant. Iyen insista, tu dois manger ça, si tes yeux sont mauvais, tu manges les yeux. Si ton cœur est faible, tu manges le cœur. En voyant cela. Plusieurs femmes de la tribu ont en fait couru, et ont bruyamment taquiné le capitaine Iyen. Pourquoi donnerais-tu ça à l'esclave ? Tu es si évidente, Iyen peut voir à travers tes motifs. Iyen a fortement nié leurs accusations, mais elles semblaient toutes savoir exactement ce qu'était ce long morceau d'intestin d'ours-bœuf. N'ayant pas le choix, Iyen l'accepta et commença à manger. Alors qu'Iyen avalait l'intestin de l'ours-bœuf, Iyen afficha un sourire satisfait. Vraiment satisfait par le spectacle, alors que le matin arrive, Iyen se rendit à un énorme arbre brisé. Autour de lui, des traces de corrosion venimeuse récentes sont encore visibles. Il semble, comme Iyen l'a dit, que Madame Huipat sera vraiment invoquée ici pour se nourrir hier.
Elle a pris les parties les plus tendres des proies capturées par tous les membres de la tribu. Et les a toutes placées sur cet arbre brisé. Au début, Ian était déconcertée et demanda « Pourquoi places-tu la bonne viande ici ?» Ian ne répondit pas. Mais elle se concentra sur le ciel lointain, puis finit par parler. « Nous offrons ceci en sacrifice à Madame Huitpat, nous demandons la permission de vivre dans cette forêt dense. » Jusqu'à ce moment, Ian réalisa que la peur manifestée par Ian et les autres. En rencontrant Madame Huitpat, plus profonde que jamais, il semble. Mes actions imprudentes ont presque détruit toute la tribu Balak. Peu après, alors qu'Ian passait devant la tente des anciens, Ian remarqua une longue file de femmes. De la tribu, alignées, elles étaient toutes apprêtées pour m'épouser, tandis qu'Ian, complètement inconscient, restait ignorant de la gravité de la situation. Il s'avère que, selon les règles de la tribu, le plus grand contributeur de cette opération de chasse doit épouser n'importe quelle femme de la tribu, juste à ce moment-là. Les femmes dans la file montrent soudain des expressions de panique. Ian est revenue de la chasse. Elle gronda furieusement le groupe, « Bon sang. Ian vous a péniblement distribué de la nourriture hier, et aujourd'hui vous voulez effrontément voler ce qui m'appartient. » Après avoir entendu les mots d'Ian, tout le monde parut immédiatement peu convaincu. Le conseil des anciens n'a pas encore pris de décision, alors pourquoi dis-tu que l'esclave t'appartient uniquement ? Ian ricana, si vous pensez que les hommes de l'Empire sont meilleurs, alors allez en attraper un vous-même. Utilisez une corde pour en ramener un, cependant, ces femmes refusent toujours d'abandonner. Nous sommes déjà allés à la frontière de l'Empire tellement de fois, et il n'y a personne d'autre comme lui. Voyant qu'elle ne voulait toujours pas céder, Ian plissa les yeux, son ton glacial. Vraiment ? Il pourrait y en avoir en enfer. Dès qu'elle eut fini de parler, les femmes célibataires de la tribu ont eu si peur qu'elles se sont enfuies. À ce moment, Ian était extrêmement frustré, pendant qu'Ian attend qu'il se rétablisse. Ses filles rusées pourraient essayer de l'emmener. Si Ian avait su que cela arriverait, Ian ne l'aurait pas laissé manger les parties vitales de l'ours-bœuf devant tout le monde hier. Ian chercha son esclave du regard. Complètement inconscient qu'Ian se tenait juste derrière elle. Après avoir entendu ces mots, Ian était complètement bouche bée. C'est-à-dire que la chose qu'Ian a mangée hier était cette chose dégoûtante ? Ian changea immédiatement de sujet. Dans quelques minutes, une cérémonie pour honorer les réalisations aura lieu à ce moment-là. Tu deviendras le chasseur le plus honoré de la tribu, et tu pourras aussi faire une requête à la matriarche et la faire réaliser. Cependant, avant qu'Ian ne puisse penser, Ian avait déjà tout prévu pour moi. Bientôt, nous sommes arrivés à la salle du conseil de la tribu. Sous la présidence de la matriarche et le regard de tous les anciens et des autres membres de la tribu, Ian a mis les vêtements du chasseur le plus honoré de la tribu, mais ce qui m'a le plus surpris, c'était la renarde nocturne Aquila, typiquement froide et impitoyable, qui me faisait ressentir une sorte de tendresse qu'Ian n'avait jamais ressentie auparavant, souriait en fait en disant « Tu as bien fait. On dirait que tu as pas mal récupéré aussi. Comme c'est fascinant de penser que ton taux de récupération serait aussi rapide. En récompense de tes contributions d'hier, Ian t'exemptera de ton statut d'esclave insignifiant dans la tribu. À partir de maintenant, tu deviendras officiellement membre de notre grande famille. » Dès qu'elle eut fini de parler, le vieil homme chaman toussa légèrement, n'étant clairement pas d'accord avec la décision de la matriarche d'exempter un ennemi de l'Empire. En fait, avant la cérémonie, Ian m'avait déjà dit qu'un humain est le grand-père d'Aoun. Donc son mécontentement envers moi était forcément le plus grand. Au même moment, Aquila se leva lentement, puis dit « Puisque tu es maintenant un membre officiel des Balaks, dis-moi ce que tu veux. Si tu veux épouser une femme de la tribu, Ian peut s'en charger pour toi. Si tu veux un ou plusieurs esclaves, c'est aussi possible. » En entendant cela, Ian fait semblant de fermer les yeux et commence une profonde contemplation. En réalité, cette partie fait aussi partie du plan d'Ian. Après un bref instant, Ian ouvre lentement les yeux. Affichant une expression résolue, Ian aimerait se baigner dans la source du héros, si vous le permettez. Cependant, à peine Ian eut-il fini de parler que les membres de la tribu et le conseil des anciens furent stupéfaits. L'expression d'Aquila devint également sérieuse. « Êtes-vous conscient de ce que vous demandez ?» Ian était sur le point de répondre, quand Ian fut interrompu par le chaman, un humain qui le réprimanda avec colère. « Quelle absurdité ! Qu'est-ce qui vous donne, à vous étrangers, le droit d'être aussi arrogant ? Vous devriez savoir que pour entrer dans la source du héros, il faut avoir des faits d'armes louables. Dans la tribu, pour être qualifié. » Après avoir entendu les mots d'un humain, un chasseur renchérit rapidement, « C'est exact, pour entrer dans la source du héros, il faut prouver sa force. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire avec désinvolture. » Cependant, Ian n'était pas satisfait. Lors de cette opération de chasse,
Il a non seulement chassé le puissant ours-bœuf, mais a également fourni suffisamment de nourriture pour que toute la tribu se régale pendant 2 mois et demi. Si cela ne suffit toujours pas pour être qualifié, alors dites-moi quel genre d'exploits sont considérés comme suffisants. Suite à cela, Aquila me regarda à nouveau, son ton sombre. Que savez-vous exactement de la source du héros? Ian répondit sans hésitation. La source du héros, c'est une source chaude où les blessures internes et externes guérissent, simplement en s'y baignant. Cependant, comme la source met très longtemps à s'accumuler, son utilisation est très précieuse et ceux qui souhaitent y entrer doivent être parmi les plus forts de la tribu barbare. Après avoir entendu mon explication, le regard d'Aquila s'illumina légèrement, semblant plus apprécié. Puis elle tomba dans ses pensées. Voyant cela, d'autres anciens de la tribu commencèrent également à exprimer leurs opinions. Certains pensaient que le simple étranger ne devrait pas être autorisé à utiliser la source du héros. D'autres croyaient qu'Ian avait un talent exceptionnel et que, si on le nourrissait, il pourrait certainement devenir un puissant guerrier. Aquila, d'un autre côté, était en fait capable de satisfaire ma demande, mais face à l'opposition de la majorité, et à la forte résistance du chaman, un humain, il lui était difficile de prendre une décision pour le moment. Juste à ce moment-là, le son des cloches retentit soudainement de l'extérieur. Ian, perplexe, demanda « Est-ce la guerre ?» En entendant cela, Ian expliqua « Cette fois, ce ne sont pas des ennemis, mais des invités. » De plus, le visiteur est d'une grande importance pour les Balax. Aquila ordonna alors immédiatement à toutes les personnes présentes d'aller accueillir l'illustre invité. Quant à la question de la source du héros, elle me dit d'en discuter plus tard. Pour moi, c'était un bon signe. Cependant, voyant que ses propres arguments ne pouvaient toujours pas convaincre la matriarche, un éclair de haine traversa brièvement les yeux de l'humain. Quand Ian et moi suivîmes le son, et arrivâmes sur les lieux, un grand nombre de membres de la tribu s'étaient déjà rassemblés. La scène qui s'offrit à mes yeux me choqua. Ian vit d'innombrables marchands avec leurs marchandises venir au Balax. Ian me dit alors, ces gens sont ici pour échanger des marchandises. Ils échangeront les produits qu'ils ont apportés avec les Balax, contre divers matériaux précieux en retour. Les Balax peuvent obtenir des biens rares, qui ne sont disponibles que dans l'Empire. Cela me laissa extrêmement perplexe, car les drapeaux sur les chariots des marchands portaient l'emblème de l'une des cette grande famille de l'Empire, la famille Bouchois. Mais pour entrer ici, il faut passer par le territoire, gardé par Morgue et Baskerville. Dans cette zone étroitement contrôlée, un tel comportement de la part des marchands ne serait jamais autorisé. Par conséquent, leur seule possibilité est la contrebande. Alors que les marchands exposaient divers produits impériaux, les Balax sortirent du cuir et de la laine, comme articles d'échange. Cependant, le meilleur vendeur s'est avéré être des orbes de verre, connu sous le nom de sommeil rêveur, et Ian n'a jeté qu'un coup d'œil et a déterminé que ces marchands, connus sous le nom de sommeil rêvé, et Ian n'a eu besoin que d'un regard pour déterminer que ces marchands commettaient une fraude. Ils voulaient exploiter le manque d'information des abrutis échangeant des objets de très faible valeur contre des biens de très grande valeur. Craignant que les marchands ne me reconnaissent, Ian fit immédiatement demi-tour pour partir. Cependant, Ian, soudainement, réprimanda avec colère les marchands. La raison était simple, elle avait utilisé un diamant et n'avait reçu qu'un épi de maïs en échange. Ian pensait qu'elle avait enfin compris l'injustice de l'accord. Mais, de façon inattendue, elle dit avec colère « Comment un suffit, il devrait y en avoir au moins 2. » Cela me laissa complètement bouche bée. Voyant les actions d'Ian, les autres abrutis ont suivi le mouvement, finissant par obtenir le double des objets d'échange. Pendant ce temps, une petite fille s'approcha d'un marchand, voulant échanger des objets contre un globe de verre, mais quand le marchand vit l'objet que la petite fille offrait, son visage montra du dégoût, et il repoussa brutalement l'insecte de sa main, puis se retourna et s'éloigna. La petite fille s'agenouilla sur le sol, vérifiant anxieusement l'état de l'insecte blessé. Au début, ce n'était qu'une affaire interne à la tribu barbare, et Ian ne voulait vraiment pas s'en mêler. Jusqu'à ce que ce marchand dise avec désinvolture, pour une barbare stupide, elle est plutôt jolie. Elle pourrait être vendue à bon prix comme esclave. Quelle honte d'entendre ça. Ian s'est finalement décidé à dénoncer cette arnaque de longue date. Ian arrêta d'abord le marchand en lui disant de ne pas se précipiter et dit fermement « Cet échange n'est pas valide. » En voyant cela, Ian fronça les sourcils, sentant que quelque chose n'allait pas, mais ne comprenant pas pourquoi Ian avait soudainement décidé de défendre les gens de la tribu. À ce moment-là, voyant une barbare qui pouvait parler la langue impériale, le marchand afficha immédiatement un faux sourire et me salua, mais Ian l'interrompit directement, en lui disant de ne pas changer de sujet, vous devez annuler tous les échanges injustes d'aujourd'hui.
De façon inattendue, l'autre partie rétorqua avec véhémence: n'importe quoi, qu'est-ce qui est injuste? De plus, cet échange a été autorisé par le chaman au nom du dieu de la forêt. Saisissant l'opportunité, Yin pointa les légumes devant nous et dit: le maïs que vous avez apporté vaut au plus 100 pièces d'or chacun. Mais le diamant que vous avez emporté vaut au moins 2 millions de pièces d'or chacun. Si vous transformez une corne de peau de bœuf en boule de billard, elle vaudrait 1 million. Le même prix que le gobelin, mais le champignon, un nouveau médicament. En entendant mes mots, le marchand commença à transpirer abondamment de peur. Et puis, dans ma main, Yen tenait un globe de verre nommé Sommeil rêveur et dit: si vous mettez ça à côté de vous, vous serez certainement drogué. Ne rêvez que de doux rêves à la surface du globe de verre. Il y a de petits trous et des drogues en tombe. La drogue à l'intérieur est une drogue bon marché qui nuit au corps. En cas d'utilisation à long terme, et Yen sait qu'il est illégal de l'utiliser dans l'Empire. Après avoir dit cela, Yen écrasa violemment le globe de verre en fragments. Voyant que quelqu'un dans les abrutis comprenait ces détails internes, le marchand paniqua et fit immédiatement signe à ses compagnons de s'enfuir. Pendant ce temps, parce qu'Yen connaissait un peu la langue impériale, elle sembla entendre les mots drogue, corps, nuire et parut perplexe. Yen n'hésita pas à le confirmer. La seconde suivante, son expression devint incroyablement colérique. Cependant, le marchand continua de faire semblant d'être ignorant jusqu'à l'instant suivant, quand Yen lui tira dessus rapidement. Avec ça, toute la tribu a finalement compris les dangers des globes de verre. Ils étaient furieux et, collectivement, ont décidé d'affronter les marchands pour obtenir des réponses. Voyant la situation tourner au vinaigre, les marchands ont laissé tomber leurs marchandises et ont fui les lieux à cheval. Voyant cela, Yen demanda immédiatement à Yen pourquoi ne pas les poursuivre, mais l'expérimenté Yen dit simplement avec indifférence: pour les bêtes qui vivent en grands groupes, les blesser et les laisser partir est aussi une technique de chasse. Ils ont tendance à retourner à leur groupe. Pendant ce temps, alors qu'il était blessé, les marchands atteignirent le camp. Ici, un groupe de voyous armés et vicieux s'est rassemblé. Il semble qu'une bataille féroce soit inévitable ce soir. Après la tombée de la nuit, l'aigle éclaireur d'Yen est revenu avec des informations. Ils sont là. Un éclair froid a brillé dans les yeux d'Yen, qui a dit froidement: ils ont cherché des noix au Balak. Il n'y a qu'une seule façon de s'occuper d'eux. C'est un massacre. Pendant ce temps, les marchands ont également élaboré une stratégie et ont prévu d'infiltrer secrètement la zone la moins bien gardée des Balaks, pour allumer des incendies et tendre une embuscade, mais sur la route, le chef des mercenaires, un homme borgne, se met soudain à se moquer de son propre employeur. Vous devez être choqué. Que ces salauds de Balaks vous aient pillé. Comme prévu, les mots ne fonctionnent pas sur ces barbares. Vous devez les transformer en esclaves et les vendre, bien que. Le marchand endure les insultes de l'homme borgne, il ne peut s'empêcher de lui rappeler. C'est votre première fois dans cette forêt profonde, vous ne la connaissez donc pas très bien. Vaincre les Balaks au combat n'est pas facile. Cependant, après avoir entendu cela, l'homme borgne affiche toujours du dédain. Si vous aviez si peur, pourquoi nous avez-vous amenés, nous, les mercenaires? N'alliez-vous pas inverser la situation si vous étiez pris? De plus, nous avons décidé de partager les revenus bruts, en échange de notre rôle d'escorte. Donc, s'il s'agit de piller, pouvons-nous considérer tout comme étant à nous? À contre-cœur, le marchand était à ce point, ne se souciant plus de savoir s'il pouvait réaliser un gros profit. Il espérait juste que les paroles de l'homme borgne étaient vraies, qu'il pourrait anéantir les Balaks. Juste à ce moment-là, un conflit mineur a éclaté dans le groupe à propos d'une allumette. Il s'est avéré que l'un des mercenaires, une nouvelle recrue, ignorait les tabous du champ de bataille. Sur le champ de bataille, 3 personnes ne sont pas autorisées à partager une seule allumette. Mais cette nouvelle recrue n'écoutait pas, attrapant directement l'allumette pour allumer sa cigarette. Il ricana. Yen ne croit pas à de telles superstitions, mais juste à ce moment-là. Une flèche a transpercé directement son front, suivie d'une autre frappant la personne à côté de lui. Et même l'homme borgne, voyant cela. Le marchand a immédiatement crié vers l'arrière. Ce doit être les Balaks, éteignez vos cigarettes. En effet, Yen est apparu non loin, confirmant les soupçons du marchand. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Ce soir, Yen ne laisserait certainement pas ceux qui ont osé nuire à la tribu s'échapper de cette forêt. Se tenant à proximité, Yen était complètement choqué par la puissance de combat des Balaks. Yen n'avait jamais imaginé que chaque archer pouvait atteindre avec précision une cible par la faible lumière au loin. Juste à ce moment-là, un groupe transportant des barils est apparu devant moi. Yen a immédiatement ordonné: attachez les barils avec des cordes, puis tirez-les avec des flèches vers la position de l'ennemi. Alors que chaque baril était fixé entre les arbres, un filet s'est instantanément formé au-dessus des têtes de l'ennemi. Voyant cela, les mercenaires sont restés figés, ignorant tout du plan des Balaks.
Puis, dans la seconde suivante, les barils au-dessus, touchés par des flèches enflammées, ont déclenché une explosion en chaîne. Des flammes féroces engloutissent instantanément tout le camp ennemi, piégeant les mercenaires et les marchands dans une mer de feu. Certains ont crié en tombant, étant même directement consumés par les flammes, se transformant en restes carbonisés. Profitant du chaos de la bataille, Yin s'est rapidement infiltré chez l'ennemi et a trouvé le marchand, précédemment blessé par Yin. À ce moment, une lumière féroce a brillé dans mes yeux. Sur ma montre, Yin ne laisserait aucun hors-la-loi s'échapper. Voyant cela, le marchand a immédiatement réalisé que sa vie était courte, essayant désespérément de contenir sa peur tout en criant frénétiquement. « Vous le regretterez si vous me tuez. » Puis il a sorti un permis. C'est le permis d'exploration qu'Yin a reçu de la ville des opprimés. C'est le sceau officiel du nouveau sous-consul nommé. Si vous me tuez, la famille Baskerville viendra vous chercher. En entendant cela, Yin a levé la tête, ne prenant plus la peine de cacher mon visage et a dit froidement, comme c'est étrange. Yin ne se souvenait pas avoir autorisé ça, en voyant ça le marchand, réalisa enfin que la personne devant lui était le nouveau vice-consul, dont on lui avait parlé, mais avant qu'il puisse s'agenouiller et implorer grâce, mon arc avait déjà tiré une flèche qui pénétra précisément son front, et une autre tirée dans son cœur, mettant complètement fin à sa vie. Ceux qui falsifient le sceau Baskerville doivent être exécutés. Soudain, Yin, chevauchant Bakira, se précipita, son expression grave. « Arrête de perdre du temps, nous devons partir immédiatement. » Pendant ce temps, de l'autre côté, les mercenaires qui défendaient les lieux remarquèrent aussi quelque chose d'inhabituel. La pluie de flèches, auparavant féroce, s'arrêta soudainement. Ils spéculèrent, se pourrait-il que les Balaks battent en retraite ? Le fait qu'ils nous aient attaqués avec du feu signifie qu'ils ne sont pas confiants. Poursuivez-les. Cependant, ils ne réalisèrent pas qu'à ce moment précis, une ombre immense était discrètement descendue derrière eux. La seconde suivante, Madame Huipat utilisa ses membres terrifiants pour écraser instantanément tous les mercenaires. En voyant ça, Yin ne put s'empêcher de me féliciter, avoir calculé l'apparition de Madame et avoir pensé à utiliser le feu comme tactique. Tu es devenu un grand Balak, maintenant. Cependant, en regardant l'énorme araignée à 8 pattes, mon esprit sombra dans la contemplation. Quel genre de pouvoir est nécessaire pour la vaincre complètement ? La scène change. Aquila organisa une fois de plus une cérémonie en mon honneur. Et en même temps, elle accepta officiellement de me laisser utiliser la source du héros. Toutes les personnes présentes acceptèrent tacitement cette décision. Seul l'ancien chaman, un humain, était encore réticent, mais il n'eut d'autre choix que de l'accepter. Après cela, Aquila ordonna, « Yin, emmène-le à la source du héros. » Avant de partir, Yin ne put s'empêcher de se moquer d'un humain, regarde un humain, ne disant pas un mot. Il a dit que la raison pour laquelle les guerriers n'allaient pas bien était qu'ils étaient maudits. À cause de tes actions, les paroles d'un humain n'ont plus de poids maintenant. Après avoir entendu ça, Yin ne put s'empêcher de lui jeter un coup d'œil. Il semble que ce soi-disant chaman n'est rien de plus qu'une fraude. Toute la transaction entre les Balaks et les marchands n'était qu'une grande tromperie. La nuit tombe et Yin enfin plongea mon corps meurtri dans la légendaire source du héros. Malgré la distance, son effet était bien comme Yin l'avait dit, bien que ce ne soit pas aussi efficace que le fleuve Styx, à Baskerville, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de restriction d'âge. Cependant, ce qu'Yin trouve extrêmement répréhensible, c'est qu'Yin m'a aussi rejoint dans le bain. Yin demanda immédiatement, « Ne sais-tu pas que lorsque deux personnes se baignent ensemble, l'effet est divisé par deux ?» Yin rétorqua avec colère, « Ne sois pas si mesquin. Puisque tu as officiellement rejoint les Balaks, tu devrais apprendre à donner sans compter. Et tu devrais vraiment remercier Sœur Ardonai d'avoir trouvé cette source chaude. C'est la seule personne qui peut se battre contre Madame Huipat. C'est le meilleur guerrier de nos légendes. » En entendant ça, Yin ne put s'empêcher de taquiner. Si cette histoire est vraie, alors Yin respecterait certainement le guerrier le plus fort. En entendant ça, Yin devint instantanément agacé et dit brusquement, « Crois-le ou non, c'est vrai. » Cependant, après s'être baigné pendant un moment, le visage d'Yin devint soudainement rouge. Elle sembla se souvenir soudainement de ce que sa mère avait dit, c'est un roturier, maintenant, et il a une bonne réputation dans le village. Quand il se remettra grâce à la source du héros, et qu'il pourra devenir l'homme qu'il devrait être, il n'est pas si mauvais comme mari. Yin murmura pour elle-même, aujourd'hui, Yin va faire en sorte que l'attention soit mienne. Peu de temps après, Yin prit soudainement la parole. Pour être honnête, Yin savait que ces marchands prenaient une quantité excessive de profit. Yin avait une vague idée, alors, c'était bien que nous ayons utilisé cette chance pour nous venger d'eux. Si tu ne l'avais pas fait, Yin aurait entendu ça,
Yin répondit nonchalamment en riant. Yin, voyant mon incrédulité amusée, dit « Ne ris pas ». Yin savait vraiment que les diamants sont plus chers que le maïs dans l'Empire. En entendant cela, Yin n'a pas pu s'empêcher de se moquer d'elle et a demandé de combien ils étaient plus chers. Qui aurait cru qu'Yin répondrait avec assurance, au plus, peut être 20 ou 30. Il semble qu'elle ne connaisse rien au prix dans l'Empire. Alors Yin répondit, faux, la quantité de maïs que tu peux obtenir avec un seul diamant est bien plus importante que ça. En entendant cela, la mâchoire d'Yin faillit se décrocher. Elle n'arrivait pas à croire qu'un seul diamant pouvait acheter autant. Cependant, la seconde suivante, elle couvrit sa bouche avec ses mains et dit « Eh, esclave ». Yin savait que cela me mettait en colère, et Yin dit solennellement à Yin « Mon nom était esclave entre nous deux, comment veux-tu m'appeler ?» Yin n'aime pas laisser les choses ambiguës. Cependant, dès que les mots ont quitté ma bouche, la voix d'Yin s'est soudainement faite plus grave, puis elle a levé la main et a doucement caressé mon menton. Son regard profond, Yin ne veut pas t'appeler esclave ou vissé. Ce que Yin veut t'appeler, c'est. Mais avant qu'elle ne puisse finir, 4 petits-enfants sont soudainement apparus derrière elle. À ce moment, le visage d'Yin est devenu extrêmement gêné. Avant qu'elle ne puisse se reprendre, la bande d'enfants s'est précipitée en la suppliant de jouer avec elle. Yin ne pouvait que rester là, choqué, complètement abasourdi. Yin ne pouvait vraiment pas deviner ce que Yin voulait réellement m'appeler. Pendant ce temps, alors que les enfants jouaient imprudemment dans la source du héros, Yin s'est immédiatement mise en colère et a grondé bruyamment « Si vous voulez jouer, allez jouer sur le rivage, cette source a été confiée aux soins de la matriarche. Si l'efficacité de la source est réduite de moitié, son rétablissement prendra encore plus de temps. » En entendant cela, Yin se moqua immédiatement « Yin, n'as-tu pas dit que les gens de la tribu barbare ne sont jamais mesquins? Pourquoi te chamailles-tu maintenant avec des enfants ?» Juste à ce moment, Aoun est arrivé avec 2 petites filles et nous a dit « Ceci est un ordre qui vient d'être émis par la matriarche en raison des effets secondaires des médicaments apportés par les marchands. » Elle a dit aux enfants malades d'aller dans la source du héros. En entendant cela, Yin était tellement en colère qu'elle serra les dents. Son expression s'assombrissant, « Ne me dites pas qu'elle voulait se moquer de moi. » Cependant, ce à quoi Yin ne s'attendait pas, c'est qu'Aoun ait en fait pris l'initiative d'exprimer sa gratitude pour moi. « Merci d'avoir aidé ma jeune sœur. Et Yin, suis désolé de vous avoir mal compris tout ce temps. » À cela, Yin a simplement répondu nonchalamment, « Ouais. » Après tout, c'était quelque chose qu'Yin devait faire. Cependant, Aoun me rappela avec assurance, « Yin m'excuse ici et c'est tout ce que tu as à dire ?» En entendant cela, Yin afficha un visage de dédain et ricana. « Aoun, tu as trop de colère en toi. » En voyant l'état d'Aoun, le peu de malaise qu'Yin avait autrefois a finalement été soulagé ici. Félicitations pour être devenu un membre officiel de Balak en un clin d'œil. 2 ans passèrent. Aoun et Yin se sont battus, mais Yin l'a vaincu avant même la fin du premier round. Toutes les personnes présentes étaient incroyablement choquées. Voyant qu'Aoun ne pouvait plus continuer le duel, Yin décida de passer à des choses plus importantes. À ce moment, un guerrier Balak dit soudain, « Yin a entendu dire que les compétences de tir à l'arc de Kid peuvent maintenant égaler celles d'Iron. À mon avis, c'est un monstre maintenant. » Cependant, un autre guerrier Balak était complètement en désaccord, ricanant, « Yin peut frapper le nez d'Aoun et le faire saigner aussi. » En entendant cela, Aoun corrigea impuissant son malentendu, « Vous vous trompez, son poing ne m'a pas frappé, il s'est juste arrêté devant mon visage. Il a fait saigner mon nez à cause de la pression du vent causée par son poing. » Au même moment, Yin se tenait devant un mur de pierre massif avec 6 profondes entailles sculptées dedans. Clairement, mes compétences ont percé jusqu'à la 6e technique d'épée. Bien qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre la plus complète et la plus forte. La 10 technique d'épée à atteindre ce niveau à 17 ans. C'est sans précédent dans l'histoire de l'Empire, et en même temps, Yin possède 6 cercles de mana. Grâce à cela, Yin peut être un diplômé de haut rang, avec les techniques d'assassinat. Yin a appris dans une vie antérieure, ainsi que le tir à l'arc barbare nouvellement maîtrisé. Le plan de vengeance est sur le point de commencer plus tôt que prévu. La scène se déplace sur Yin et Yin poursuivant un grand serpent à partir des traces qu'il a laissées derrière lui. Cette proie est assez grosse pour nourrir toute la tribu pendant au moins 4 jours, cependant. L'habituellement prudente Yin semblait préoccupée cette fois, quand elle a remarqué qu'Yin l'observait. Ses joues ont instantanément rougi et elle s'est précipitamment retournée vers Bakira. Pour obtenir quelque chose, elle a sorti un poignard, et me l'a tendu en disant « Le groupe de chasse a rapporté un poignard d'un impérialiste qui a traversé la forêt profonde. Connais-tu quelque chose à propos de cet emblème ?» Yin baissa les yeux et immédiatement remarqua le motif de serpent sur le poignard, un symbole distinctif de l'une des 7 grandes familles de l'Empire. La famille Leviathan. En entendant cela,
Le regard d'Iyen s'aiguisa. Nous, Iyen, pensions que cela pouvait être le poignard de quelqu'un du groupe de mercenaires que nous avons massacré il y a 2 ans. Mais heureusement, ce n'était pas le cas. Une chose me tracasse, c'est que, à divers endroits autour des sources, ils ont versé un liquide rouge provenant d'une bouteille en verre, et se sont retirés. Voyant mon expression sérieuse, Iyen demanda doucement, Iyen a quelque chose qu'Iyen veut demander. Ne veux-tu pas retourner dans ta ville natale? En entendant cela, Iyen fut momentanément stupéfait, incertain de la façon de répondre. Cependant, Iyen dit soudainement, pour être honnête. Il y avait un autre impérialiste qui est venu dans la forêt profonde. Iyen pense que tu étais leur objectif. Cela m'a laissé complètement choqué. Iyen fit une pause, semblant un peu hésitant, mais continua quand même, cette fille est venue dans la forêt profonde. De plus, elle n'est pas venue qu'1 ou 2 fois. Depuis la rencontre avec l'attaque de Madame Huipat. Elle a dirigé une équipe de recherche menant une fouille au peigne fin dans la forêt. À ce stade, l'expression d'Iyen était complexe. Vas-tu y aller avec elle? On dirait qu'elle se soucie beaucoup de toi. Iyen fronça les sourcils, commençant à réfléchir à mon prochain mouvement. Mais une chose est sûre, Iyen ne peut pas revenir en arrière, bien que Iyen se sente quelque peu coupable de la persévérance de Camus, mais pour anéantir Baskerville. Iyen doit se cacher à l'avance pour la Dix technique d'épée. Avant cela, toute exposition est fatale. Alors, dit Iyen avec confiance, Iyen ne reviendra pas. Après avoir entendu ma réponse, Iyen fut stupéfait pendant un moment. Puis se tut, mais ensuite il afficha un sourire heureux. C'est génial, Kira ne quitte pas Bakira. D'un autre côté, Iyen ressentit un sentiment de soulagement. Il semble que les gens de l'Empire ne savent pas qu'Iyen est vivant. Iyen doit revenir une fois qu'Iyen est capable de cacher mon pouvoir à Hugo. Sans être remarqué. Mais en parlant de ça, Camus me cherche sans cesse. Ce qui pourrait aussi être une tâche dans le cadre des efforts diplomatiques entre les 2 familles. Iyen se souvient juste que la relation entre les 2 familles n'était pas très amicale au départ. Se pourrait-il qu'à cause de ma mort, ce lien diplomatique soit devenu plus fort? En regardant les choses de cette façon, Iyen devra finalement se faufiler pour enquêter sur ce qui se passe à l'extérieur de la forêt profonde. Juste à ce moment, des bulles irrégulières ont soudainement commencé à émerger de la mare, puis un poisson géant a bondi hors de l'eau. Iyen, voyant cela, ne trouva rien d'inhabituel, car un tel poisson osant sauter de l'eau sur la terre signifie que la saison des pluies est sur le point de descendre sur la forêt, et à en juger par sa taille, cette saison des pluies devrait être longue. Mais ce qui m'inquiète, ce n'est pas la taille du poisson, mais pourquoi il y a une lance dans son estomac. Après qu'Iyen l'ait ouvert avec mon épée, ce qui est apparu devant nous était un cadavre, corrodé par l'acide gastrique jusqu'à n'être plus que des os et des vêtements en lambeaux. D'après les vêtements qu'il portait, Iyen a osé affirmer que la personne avalée par le poisson était de la tribu Rococo. Mais ce type de poisson n'attaquerait pas activement les humains, ils sont trop stupides. Ils ne s'attaquent qu'aux créatures déjà mortes, donc pour enquêter plus loin, nous avons décidé de nous diriger vers le campement des Rococo, car quelque chose aurait pu s'y produire bientôt. Iyen et moi sommes arrivés à destination avant la tombée de la nuit, mais la scène qui s'offrait à nous a fait halter de choc. Tout le campement était silencieux comme une tombe, tous les guerriers Rococo qui gardaient l'entrée, gisaient sur le sol, leur corps déjà froid, encore plus terrifiant, était que leur corps était couvert d'étranges taches rouges en même temps. Iyen a également remarqué quelque chose d'étrange, maintenant il devrait être l'heure du repas pour la tribu. Mais pourquoi n'y a-t-il même pas une fumée au campement? Rococo, quelque chose ne va pas. Sans hésitation, nous nous sommes immédiatement faufilés à l'intérieur, cependant il n'y avait aucun signe de villageois. Activité dans le campement, et c'est impossible. Que tout le monde dorme à cette heure-ci, à en juger par le nombre de mauvaises herbes, cela fait un moment que cet endroit n'a pas été entretenu. À ce moment-là, Iyen s'est lentement approché d'une tente voisine, a tendu la main et a soulevé le rideau. Soudain, d'innombrables mouches ont essaimé de l'intérieur de la tente. Quant à la scène à l'intérieur, c'était tellement choquant qu'Iyen s'est instantanément sentie étouffée, elle s'est rapidement couverte la bouche, luttant pour réprimer son envie de vomir et m'a crié dessus, le soin, il y a un cadavre, ici déjà à moitié décomposé par les insectes. Cependant, l'autre côté de mon enquête était tout aussi horrifiant avant qu'Iyen ne régresse. Il y avait eu une épidémie qui s'était propagée dans toute la forêt profonde. Vers cette époque, les cadavres et les taches rouges ont clairement indiqué, c'était la mort rouge, une peste hautement contagieuse et terrifiante. Après l'infection, des taches rouges se sont répandues sur tout le corps, accompagnées de vomissements sévères, de diarrhée, faiblesse générale et douleur extrême. Finalement la personne est torturée à mort, par une agonie à la fois mentale et physique dans ma vie antérieure. Cette peste avait éclaté à grande échelle, anéantissant presque toute la tribu barbare. À ce moment-là, Iyen a soudainement crié de terreur,
Ici, nous devons partir immédiatement. Le village rococo a été maudit. En entendant cela, Ian l'a calmement nié et a apaisé. Il n'y a pas besoin de paniquer à cause des symptômes d'une maladie, ce n'est qu'une maladie contagieuse. Et sa capacité à se propager n'est pas très forte. Si tu as peur, retourne d'abord. Et si tu meurs parce que tu as été maudit, alors Ian meurt en entendant cela. Ian a demandé avec colère, tu as dit que tu pouvais aller de l'avant et mourir, mais Ian n'a pas tenu compte de la panique d'Ian. Au lieu de cela, continuant à analyser, il semble que la tribu rococo n'a pas été complètement anéantie, à en juger par le nombre de corps ici. Il est probable que certaines personnes ont laissé les malades et les mourants derrière eux et ont fui vers un autre endroit. Ian a alors décidé de chercher des provisions utiles, cependant peu de temps après que nous ayons commencé. Un faible bruit de respiration est soudainement venu de derrière Ian, puis Ian a poussé un cri perçant. Terrifiée, ses jambes ont cédé et elle s'est effondrée sur le sol. Elle tremblait et pointait du doigt la tête d'I suivant son regard. Un enfant qui semblait n'avoir que 5 ans se tenait là tranquillement. Il y a un enfant maudit, cependant ce à quoi Ian ne s'attendait jamais était. Ian a en fait commencé à agir de manière déraisonnable en disant qu'elle s'était tordue la jambe et ne pouvait pas bouger. Voyant cela, Ian n'a pas pu s'embêter avec elle et s'est directement tourné pour s'approcher de l'enfant. S'accroupissant et regardant la pierre à côté d'elle, il semble qu'elle pleurait la mort de quelqu'un. Qui es-tu ? L'enfant a prononcé 3 mots, esclave rococo, femme de cuisine. En entendant cela, Ian a immédiatement réalisé que cet enfant était un esclave, pris par la tribu rococo de l'Empire, alors Ian a patiemment continué à s'enquérir. Quel est ton nom ? L'enfant a d'abord répondu poméranien, mais a soudainement ajouté Ella Baskerville. En entendant cela, mon cœur a violemment tressailli pour m'assurer qu'Ian ne l'avait pas mal entendu. Ian demanda, qu'est-ce que tu viens de dire ? L'enfant leva la main et se pointa du doigt en disant, la loi des Poméraniens Baskerville au sein de la famille Baskerville. Il existe 3 types de second prénoms. Les noms avec Van représentent les branches collatérales de la lignée. Les noms avec Lou appartiennent aux descendants mâles directs, les noms avec Lo appartiennent aux descendantes femelles directes. Et le nom complet de cette petite fille est Lo. De plus, ses yeux rouges et le médaillon, avec un emblème de chien courant sur sa poitrine confirment qu'elle porte le sang des Baskerville. À ce moment, Ian ouvrit le médaillon. Ce qu'Ian vit me choqua. À l'intérieur se trouvait une vieille photo, et l'homme debout à gauche était mon père, Hugo. Voyant cela, Ian interrogea immédiatement Poméranienne. Qui sont les personnes sur cette photo ? Quelle est leur relation avec toi ? Cependant, mon expression sévère et mon ton froid effrayèrent Poméranienne, la faisant trembler et reculer en panique. Voyant cela, Ian dit, exaspéré, tu t'attends à ce qu'une gamine réponde quand tu demandes comme ça ? En entendant cela, Ian réalisa qu'il avait été trop précipité, mais c'était aussi parce que des souvenirs de ma vie passée me rendent particulièrement sensible à ces questions, et qu'Ian a tendance à perdre facilement le contrôle de mes émotions. Alors Ian s'efforça d'esquisser un sourire doux et demanda à nouveau, Poméranienne, peux-tu me dire qui sont les personnes sur la photo pour toi ? Bien qu'Ian ne soit toujours pas satisfait de mon attitude, heureusement, Poméranienne finit par parler. Elle pointa la photo et dit, un par un. C'est papy, maman et mamie. Instantanément, ma mémoire remonta à de nombreuses années, quand Ian venait d'être convoqué par Hugo, et nommé consul adjoint. À ce moment-là, le majordome, John avait dit, en fait, votre père a toujours été une personne, très sentimentale au sujet de sa famille, même si beaucoup de gens à l'extérieur ne sont pas d'accord avec cette évaluation. Aux yeux de John, Hugo était effectivement une telle personne. Votre père aimait beaucoup sa première femme, Lady Roxana, et prenait grand soin d'elle. Bien que Lady Roxana soit décédée d'une maladie, ce n'était pas la raison pour laquelle la personnalité de votre père a changé. Quand l'âme, la lignée née de votre père et de Lady Roxana, Lady Pénélope, a été emmenée par les barbares, ce fut le point de bascule. À ce moment-là, Hugo devint complètement fou. Il était déterminé à ce que l'Empire le stationne à la frontière, et dans les jours suivants, il commença un interminable massacre frénétique des barbares, mais à la fin, il ne put toujours pas trouver la moindre trace de Pénélope. Ce n'est que des années plus tard, qu'Hugo devint l'homme froid et impitoyable qu'il est aujourd'hui. La reproduction n'était plus une question de nourrir l'éclosion d'un amour, mais d'élever davantage de machines à tuer impitoyables. À ce moment, Ian observa silencieusement Poméranienne. Ian n'y croyait pas, quand le majordome John m'a raconté ces choses pour la première fois, mais maintenant, les preuves sont juste devant mes yeux, indéniables par quiconque. Cependant, ce qui m'inquiète le plus, c'est que la haine d'Hugo pour les barbares a déjà atteint ses limites. S'il apprend que sa propre petite-fille est de la lignée de l'ennemi, quelle expression aurait-il ? Ce sont des préoccupations pour plus tard. Pour l'instant,
Le plus important est de s'assurer que Poméranienne est installée correctement. D'après son état actuel, il est clair qu'elle était traitée comme une esclave parmi la tribu Rococo. Alors qu'Ian réfléchissait à ce qu'il fallait faire ensuite, Marianne me pointa soudainement du doigt et dit « Maman ici, Ian ». Ian répondit doucement « Ouais, les Baskerville se ressemblent tous beaucoup. Tu pourrais probablement m'appeler oncle ». En entendant cela, elle fixa d'un air absent le tas de roches derrière elle, se rappelant ce que sa maman avait dit « Si jamais tu rencontres quelqu'un avec des yeux rouges, s'il te plaît, suis cette personne ». Puis elle attrapa mes vêtements et dit « Oncle, Ian ira avec toi ». À ce moment, Ian réalisa finalement que cette rencontre fortuite avait inopinément réuni 2 chiens errants de Baskerville. À partir de ce jour, quoi que fasse Ian, ou qu'elle aille, Poméranien ne me quitterait plus jamais. La notion de solitude semble s'être gravée profondément dans son âme. Pourtant, même si Poméranien est prête à dépendre de moi, Ian a toujours l'impression qu'elle ne devrait pas rester avec les barbares pour toujours. À tout le moins, elle devrait être envoyée dans une région développée de l'Empire, pour une éducation formelle. Peu après notre arrivée au lieu de rassemblement de la tribu barbare, en raison de la menace de la peste, Aquila a convoqué d'urgence une réunion tribale, dans le but de recueillir les suggestions de tous les anciens pour formuler un plan de réponse. De plus, la saison des pluies va durer longtemps, ce qui, pour la peste, est sans aucun doute l'environnement idéal pour se propager. Soudain, un chaman, un humain, a proposé une solution. Il ne s'agirait pas d'une peste, mais d'une malédiction. Pour la lever, il faudrait sacrifier une grande offrande. Cependant, Ian avait déjà dit à Ian que cette peste n'avait rien à voir avec une quelconque malédiction. C'est une maladie contagieuse connue sous le nom de mort rouge. Par conséquent, Ian a immédiatement rejeté la suggestion de l'humain et a proposé que nous évacuions dès que possible et que nous cherchions un nouvel endroit où nous installer. À peine avait-elle fini de parler qu'Ian était accueilli par des critiques unanimes. Pour le Conseil des Anciens, cette terre était leur foyer depuis des générations, depuis plus de 100 ans. Comment pouvaient-ils l'abandonner si facilement ? Heureusement, la plupart des gens étaient encore rationnels. Ils étaient plus d'accord avec la proposition d'Ian. Que ferez-vous si la peste arrive et tue tous les enfants ? Qui assurera notre avenir ? À ce moment précis, la salle de réunion était divisée en 2 factions, le Conseil des Anciens et les villageois, et ils se disputaient sans cesse. Et la décision finale reposait fermement entre les mains d'Aquila. Pourtant, ils ignoraient tous la gravité de cette peste, comparable à la peste noire, qui avait autrefois frappé l'Empire. Cette terrible peste s'est vraiment propagée comme une traînée de poudre, et a même atteint les territoires de l'Empire. Heureusement, grâce à la magie du feu de Camus, et à la sainte envoyée par la famille Covadis, ils ont à peine réussi à arrêter la propagation de la peste. Cependant, ils n'ont protégé que l'Empire, tandis que la plupart des barbares vivant à Red, Black Mountain et la forêt profonde ont péri. Cela est devenu favorable à la famille Baskerville. Dès que les barbares, qui jouaient un rôle vital dans l'écosystème de la forêt profonde, ont disparu, les créatures démoniaques de rang inférieur ont proliféré, leur nombre dépassant ce qui était possible auparavant, provoquant une vague de monstres, qui a entraîné de nombreuses victimes civiles. La famille Baskerville, qui protège la frontière, a été sollicitée par l'Empire pour commencer à soumettre ces monstres. Au final, ils ont réussi à protéger la frontière, et, par conséquent, l'influence politique d'Hugo a rapidement augmenté. Pour empêcher l'histoire de se répéter, Ian a décidé d'aider les barbares. Ian a levé la main, a regardé Aquila et a dit fermement « Ian a un moyen d'arrêter la mort rouge ». Et en suivant mes instructions, ils ont attrapé quelques gobelins. Et en ont trempé un dans une cuve remplie d'eau de rivière. Peu de temps après, le gobelin a contracté la mort rouge. Ian leur a immédiatement ordonné de le jeter au feu pour empêcher la peste de se propager. Pendant ce temps, Ian a demandé avec curiosité. La mort rouge se transmet-elle vraiment par l'eau ? Oui, l'eau infectée est la principale cause de l'infection. Mais une fois que vous faites bouillir l'eau, il ne devrait plus y avoir de problème. En entendant cela, Ian a regardé les gobelins et a souri, donc, l'eau bouillie est bonne. La seconde suivante, elle a trempé l'un des gobelins dans l'eau bouillante. Cependant, il est mort immédiatement. Voyant cela, Ian a dit à Ian de laisser l'eau refroidir avant de tremper les gobelins restants. Finalement, les gobelins qui ont été trempés dans de l'eau bouillie n'ont montré aucun signe d'éruption cutanée due à la peste. À ce moment-là, la tribu a finalement mis de côté ses craintes. Ian avait enfin trouvé un moyen de vaincre la mort rouge. Aquila m'a immédiatement félicité et remercié, disant qu'il pouvait maintenant voir la lumière au bout du tunnel. Cependant, Ian dit calmement qu'on ne pouvait pas encore baisser notre garde. Cela peut se transmettre par le système respiratoire, alors soyez prudents quand le brouillard est présent à l'aube.
Pendant ce temps, Ian se moquait d'un humain proche en disant « Quelqu'un n'a-t-il pas appelé ça une malédiction ?» En entendant cela, un humain rétorqua bruyamment « Ne te fais pas d'illusions, dans quelques jours. La saison des pluies va arriver, alors comment pourrions-nous éviter l'eau ?» Avec les mots de l'humain, les esprits de la tribu furent soudainement embrouillés. Les gens réalisèrent finalement que l'eau bouillante avait en effet des limites importantes. Cependant, le visage d'un humain changea soudainement parce que Ian avait déjà anticipé ce problème potentiel et avait trouvé la solution la plus efficace. Relocaliser le village, il y a un moyen de relocaliser le village. Sans abandonner la terre laissée par nos ancêtres au fil du temps. Une grande saison des pluies s'abattit finalement sur la montagne rouge-noire. De vastes plaines furent englouties par les inondations, les rivières gonflèrent et de nombreuses zones se transformèrent en marais. La forêt profonde où vivaient les barbares ne fut pas épargnée non plus. En regardant autour, il n'y avait presque plus d'endroit où se tenir, selon les archives du Conseil des Anciens. C'est l'invasion de la saison des pluies la plus terrifiante de l'histoire. Pourtant, à ce moment précis, ils pouvaient encore s'asseoir dans leurs tentes, tout cela grâce à mon plan de relocalisation initial. Déplacer les tentes vers de grands troncs d'arbres, en les reliant par paires. Construire des échelles simples pour assurer la facilité de mouvement, cependant, juste au moment où le nouvel établissement était achevé. Un invité non invité arriva soudainement, une ombre sombre émergea dans l'eau de la rivière. Et un poisson monstrueux jaillit de l'eau, la gueule grande ouverte. Alors qu'il se lançait directement sur 2 guerriers Balak, au dernier moment. Ian sortit soudainement son arc et sa flèche et tira la flèche infusée de magie. Atteignant précisément le point vital du poisson monstrueux. Zut, disparaît. À ce moment, Ian demanda, confuse, c'est quoi ce truc ? Nous l'appelons K, cependant, en le voyant détruire le dur labeur, Ian n'hésita pas à sauter du tronc d'arbre. Chargeant droit sur lui, au même moment, Ian réveilla le Beelzébub longtemps dormant. Prêt à lui offrir un bon festin, l'instant d'après. Utilisant la 6e technique d'épée de Baskerville, la lumière de l'épée clignota alors qu'Ian déchaînait d'innombrables entailles. Visant directement les points vitaux du poisson monstrueux. Il laissa échapper un rugissement hystérique, dans la seconde suivante, il se retourna soudainement. Fonçant dans la rivière, fuyant frénétiquement. Heureusement, les 2 guerriers Balak étaient sains et saufs. En voyant cela, les Balaks s'éclatèrent en acclamations, le Kyr a chassé Kawai. Le Kyr est le véritable héros des Balaks, seul un humain serra les poings de colère. D'un autre côté, Ian leva le pouce avec enthousiasme, secrètement ravi que le Kyr soit définitivement un homme à qui confier sa vie après la tourmente. Ian retourna à la tente pour préparer le dîner. À l'origine, ce repas était destiné à Poméranian. Mais Ian suivit sans vergogne, cependant. En les voyant tous les deux plongés dans la nourriture délicieuse, montrant des expressions satisfaites. Ian ne put finalement se résoudre à expulser ce pique-assiette. Ian, je ne me souviens pas de t'avoir invité chez moi. Je n'ai pas non plus préparé ta part. En entendant cela, Ian rétorqua immédiatement, tu es mon esclave, tout ce qui appartient à l'esclave appartient au maître. Combien de fois Ian t'a-t-elle dit qu'Ian n'est plus un esclave ? Cet argument fut regardé par Poméranian du début à la fin, cependant. Ces prochains mots me laissèrent complètement abasourdi, on dirait qu'oncle et sœur Ian sont un couple marié. Ian trouva bien sûr ces mots très réconfortants, il prit Poméranian dans ses bras. Se vantant avec enthousiasme, c'est vrai, comme un couple marié. Tu es si mignonne, quant à moi, Ian était complètement sans voix, cependant. Juste à ce moment, le rideau de la tente fut soudainement tiré. Ian se retourna instinctivement, juste à temps pour apercevoir une silhouette à contre-jour sous les éclairs. Avançant à petits pas comme un zombie, Ian exigea immédiatement, sur ses gardes, « Quelles sont tes intentions en venant à la tente de Vekir au milieu de la nuit ?» Cependant, quand nous avons vu le visage du visiteur, nous avons été stupéfaits, c'était Aoun. Et ses yeux étaient déjà noyés de larmes. « Vekir, s'il te plaît, sauve ma petite sœur. » Pendant ce temps, à la résidence d'Aoun, la jeune fille sur le lit était couverte de sinistres taches rouges. Et elle souffrait également d'une forte fièvre. Peu de temps après, Ian arriva à la résidence d'Aoun. À cet instant, sous l'épaisse couverture, se trouvait la sœur d'Aoun. Atteinte de la mort rouge, les taches sur son corps se propageaient à une vitesse, visible à l'œil nu. Voyant cela, Ian demanda immédiatement à Han. « Quand est-ce que ça a commencé ?»« Depuis hier. Ian pense qu'elle est entrée dans le marais. Quand nous ramassions du bois pour la construction. » Au même moment, Ian avait l'air très inquiète. Me regardant avec insistance. « Vekir, sais-tu quoi faire ?» Cependant, juste au moment où Ian s'apprêtait à détailler le plan, un pas lourd interrompit soudainement notre conversation. Se retournant, celui qui entra dans la tente était le grand-père d'Aoun. Une humaine qui se promène et n'écoute pas son grand-père. Bien fait pour elle.
Voilà ce qui arrive quand on écoute les paroles de l'espion impérial. Bâtard. En entendant cela, Aoun conseilla immédiatement, doucement, grand-père, ne parle pas si durement. À peine ces mots prononcés, un humain administra une violente gifle au visage d'Aoun. Espèce d'incapable. Tu es aussi faible que tes parents, des lâches. Après l'avoir réprimandé, un humain releva son parapluie, se préparant à partir. Mais avant de sortir, il leur rappela obstinément ceci. La mort rouge n'est pas une soi-disant maladie infectieuse, c'est une malédiction divine. La seule façon de la lever est par un grand rituel sacrificiel. Maintenant que la situation s'est aggravée à ce point, la matriarche l'autorisera sûrement. En entendant ces mots, Yen serra les dents. Quant à Aoun, il pleurait silencieusement. Était vraiment terrifié que sa sœur, une Yug, soit emportée par cette maladie. C'est alors que mes mots ravivèrent un espoir chez Hans. Yen a un moyen de guérir la mort rouge. La tête de Han se releva brusquement, ses yeux remplis de choc et d'anticipation. Mais avant toute chose, Yen ordonna sévèrement, tous les effets personnels utilisés par Yu doivent être stérilisés à l'eau bouillante. De plus, brûlez de l'absinthe au-dessus du feu de joie, pour repousser les moustiques et les chauves-souris. Ce sont les vecteurs les plus probables de la maladie. Nous devons créer un environnement favorable à une guérison pour combattre la maladie, afin de gagner du temps. En entendant cela, Aoun essuya immédiatement ses larmes. Reprenant son calme, Yen comprend. Yen fera tout parfaitement. À cet instant, Yen commença à vraiment croire qu'Yen pouvait guérir une Yug. Cependant, juste au moment où Yen s'apprêtait à expliquer la prochaine étape du plan de traitement, l'expression d'Yen se figea soudainement, choqué. Yen a besoin de ton aide. Sors-moi de la forêt profonde. Alors Yen pourra aller chercher des médicaments pour l'infection. En entendant cela, la colère d'Yen s'enflamma instantanément. Ne dis pas de telles choses. Même si tu es reconnu comme membre des Balax, il y a une condition pour aller en terre étrangère. Il est hors de question que ma mère principale l'autorise. Même après avoir entendu cela, Yen resta complètement impassible, tant que tu me fais sortir secrètement de la forêt profonde, et que tu me ramènes sans que personne ne s'en aperçoive, personne ne le saura jamais. À ce moment-là, mes yeux étaient remplis d'une détermination sans précédent. Le cœur d'Yen était de plus en plus tiraillé, mais finalement, pour sauver une Yug, accepta. Après avoir obtenu l'itinéraire précis pour quitter la forêt profonde, Yen partit immédiatement pour le voyage de retour vers l'Empire avec Pomeranian. Cependant, juste à ce moment-là, Yen remarqua soudain que quelqu'un me suivait. Alors Yen s'arrêta immédiatement, se retourna, et c'était Yen. N'as-tu pas déjà accepté de me laisser aller à l'Empire pour des médicaments ? Le visage d'Yen était sévère et son ton sérieux. Emmène-moi avec toi ou dis-moi exactement où tu vas. Cependant, ces deux choses sont confidentielles, même Yen ne doit pas le savoir. Yen a rejeté ses demandes une par une, mais elle a insisté. Pourquoi emmènes-tu Poméranian ? Yen m'a regardé intensément, les yeux remplis d'émotions complexes. Quand une épée est sortie de ton bras et quand tu as appris l'existence de la mort rouge. Yen n'a pas demandé si tu savais pourquoi la première fois qu'on s'est rencontrés. Tu m'as sauvé d'une vente aux enchères d'esclaves, cette faveur est un souvenir qu'Yen n'oubliera jamais. Dès le premier jour où tu es devenu mon esclave, tu as obéi à tous mes ordres sans condition. Bien qu'avec le temps, nous soyons devenus des compagnons de tribu, et que nos sentiments se soient rapprochés. Vikir, pour toi, Yen est prêt à tout donner. Même si cela signifie défier toute ma famille, Yen est prêt, mais dans mon cœur. Il y a toujours eu un nœud, dès qu'Yen entendra la réponse de ta part. Tu disparaîtras complètement de ma vue, mais réponds juste à une chose. Tu reviendras, n'est-ce pas ? Après avoir dit ça, Yen a lentement baissé la tête. Cependant, mes mots ont instantanément apporté une lueur de bonheur à son cœur. Yen reviendra certainement, attends-moi, en attendant. Dans la ville où Yen a autrefois gouverné, Chihuahua est debout tard pour trier des documents. À ce moment, il marche vers la fenêtre et fixe le clair de lune sans rien voir. Il se souvenait de l'époque où nous travaillions ensemble, même si c'était dur. C'était plein de sens, cette période a redéfini la vie de Chihuahua. Cependant, ce qu'il a du mal à accepter, c'est que mes adieux à la frontière se sont avérés être notre dernière rencontre, mais la seconde suivante. L'expression de Chihuahua a soudainement changé en me voyant apparaître à l'envers devant lui. Le visage de Chihuahua devient pâle, ses lèvres tremblent légèrement. Ses yeux sont remplis d'incrédulité, est-ce qu'Yen voit un fantôme ? Yen a ensuite fait une pirouette et a atterri sur la fenêtre, puis a dit « Comment vas-tu depuis ces années ?» Secrétaire général Chihuahua, avant longtemps, Yen va immédiatement expliquer ma résurrection. Et les émotions de Chihuahua se stabilisent progressivement, qui aurait cru que. La seconde suivante, il n'a pas pu se retenir et a éclaté en sanglots. Les larmes coulant sur son visage, il tremble d'excitation et dit « Yen, je suis tellement heureux que tu sois en vie. » En voyant la loyauté indéfectible de Chihuahua envers moi.
Ian se sent enfin rassuré de confier Poméranian à ses soins uniquement. Au début, Chihuahua pensait que Poméranian était un enfant qu'Ian avait eu avec les barbares. En entendant cela, Ian a immédiatement nié sa supposition, notre lignée est la même. Donc nous nous ressemblons, mais ce n'est pas ce que tu crois, puis Ian lui a demandé s'il pouvait s'occuper de Poméranian. Et puisque nous en sommes là, il serait préférable que tu suives une éducation de base. En entendant cela, Chihuahua a répondu avec enthousiasme. Ça fait un moment qu'Ian n'a pas reçu d'ordre de ta part, laisse-moi faire, cependant. En apprenant qu'il ne peut vraiment pas gérer toute la ville efficacement. Tout seul, Ian lui a dit de trouver Cindy Wendy, une criminelle qu'Ian a libérée il y a 2 ans. Cette suggestion semble bonne, mais Chihuahua a l'air perplexe. Mais comment Ian vais-je la trouver? Te souviens-tu de la petite fille à qui Ian a offert une récompense de 10 milliards de pièces d'or? Si je ne me trompe pas, Cindy Wendy est probablement là, si elle refuse de coopérer. Tu peux lui dire qu'Ian est en vie, elle m'est redevable, donc elle aidera. Après avoir tout expliqué, Ian doit rapidement mettre en œuvre mon prochain plan. Qui est de trouver l'eau bénite qui peut guérir la mort rouge, après tout. Il y a toujours une promesse qu'Ian doit tenir, en attendant, aux portes de la ville de la famille Covadis. Un marchand est sur le point de subir une fouille par les gardes, en voyant cela. Il sort immédiatement son permis de marchandise en disant familièrement « Ian, suis un habitué ici à Covadis City. Ne devrions-nous pas gagner du temps sur la fouille ?» Les gardes ont compris l'intention du marchand. Pour gagner du temps, mais tout en répondant fermement, les règles sont les règles, nous devons faire au moins un contrôle ponctuel. Au moment où le garde choisissait le baril de pétrole, l'expression du marchand devint soudainement frénétique. Il s'est avéré que le baril choisi par le garde était le seul qui contenait quelque chose de caché. Le marchand pensait qu'il était définitivement condamné, mais quand le baril fut ouvert. Le garde n'a rien trouvé d'inhabituel, pas de problème, vous pouvez passer. En entendant cela, le marchand poussa finalement un soupir de soulagement. En expirant profondément, ce qui apparut devant lui était le quartier de la famille Covadis. Saint-Mec, le marchand se dirigea rapidement vers une ruelle déserte. Et puis murmura au baril. Il n'y a pas de garde qui patrouille à proximité. Tu peux sortir maintenant. La seconde suivante, une personne portant un masque se leva de l'intérieur du baril. Cette personne, c'était moi, Cheer, ma cible était l'eau bénite de la ville de Saint-Mec. Pour infiltrer avec succès, Ian a dû recourir à cette ruse. Ayant le marchand qui entrait et sortait fréquemment de Saint-Mec. Me faire entrer en contrebande, en guise de récompense après l'acte, Ian lui a donné un objet de grande valeur. Un canin ours-bœuf, la valeur de cet objet va sans dire. Mais plus important encore, c'était un moyen de faire taire le marchand. Pour éviter toute fuite concernant ma localisation, cependant, le marchand récompensé avait toujours l'air d'avoir vu un fantôme. Ian pense qu'il a été submergé dans l'huile pendant plus de 2 heures. Est-ce même un humain? Après cela, Ian tranquillement se glissa dans le centre le plus animé de Saint-Mec, se cachant au sommet du clocher de la ville. Bien que ce ne soit pas la cachette la plus sûre, Ian savait de ma vie passée que les Covadis. La famille était profondément influencée par la religion, chaque fois que le clocher sonnait. Tout le monde s'arrêtait, fermait les yeux et effectuait un étrange rituel là où il se trouvait. Bientôt, la cloche du clocher commença à sonner, au son de la cloche. Tout le monde s'immobilisa immédiatement et pria, même si Ian marchait hardiment à travers la foule. Tout le monde était tellement absorbé par ses prières qu'ils ne m'ont pas remarqué. Quand la nuit fut profonde et calme, Ian trouva finalement un puits immédiatement. Ian sortit une bouteille de liquide rose, la versant entièrement dans le puits. Cependant, ce n'était pas un poison ou un laxatif ordinaire, mais un agent pathogène extrait du sang d'un hule. Sueur et larmes, bien que cette méthode soit en effet extrême, c'était le seul moyen d'obtenir l'eau bénite. Mais juste à ce moment-là, 3 enfants apparurent derrière, me voyant sournoisement occupé au puits. Ils ont instinctivement voulu se retourner et courir. À ce moment-là, Ian se retourna brusquement, les fixant froidement en disant « Enfants, écoutez attentivement, ce puits a été maudit. Ceux qui boivent de cette eau ne seront pas épargnés par la mort. Si vous voulez vivre, souvenez-vous de ce que Ian vous a dit. » À peine Ian avait-il parlé que les 3 enfants s'enfuirent terrifiés en voyant cette scène. Ian se sentit enfin soulagé après un avertissement aussi terrifiant, Ian suppose. Il n'oserait plus jamais s'approcher de ce puits, alors Ian sortit un poignard et le plongea violemment dans le sol, la poignée du poignard. Portez l'écusson de la famille Leviathan, vous devez savoir que la famille Covadis et la famille Leviathan sont des ennemis mortels, laissez simplement les gens de Covadis croire que ce puits a été empoisonné par la famille Leviathan et cela provoquera sûrement un énorme tumulte. Et c'est tout pour mes préparatifs. Ensuite, il est temps de trouver Dolores, la sainte de Covadis. Pendant ce temps, même s'il était tard dans la nuit, la zone à l'extérieur du palais était toujours bondée de gens, ces gens presque tous étaient des nobles et des fonctionnaires de la ville se prélassant dans leur gloire et leur réalisation.
Certains venaient demander en mariage, tandis que d'autres cherchaient la guérison de leur maladie. À ce moment, une voix féminine éthérée vint finalement de l'intérieur du palais. C'était la sainte que ces gens cherchaient à voir. S'il vous plaît, arrêtez, Yen n'est pas sûr si votre identité ou votre richesse est une raison suffisante pour que j'ouvre mes portes. À une heure si tardive, veuillez ne plus vous attarder ici. En entendant cela, la foule s'est dispersée avec discernement. Mais seul Yen connaissait la véritable raison pour laquelle la sainte les avait refusés. Ce n'était pas parce qu'il était trop tard, mais parce qu'elle n'approuvait aucune requête. Dans ma vie antérieure, Yen l'a vue sur les lignes de front de la bataille. Ses vêtements blancs, souvent tachés de sang, s'efforçaient de soigner les blessés. Cependant, elle nourrissait un profond dégoût pour l'argent et le pouvoir. Juste à ce moment-là, les saints à l'intérieur du palais m'ont soudainement interrogé. « Qui es-tu pour venir me chercher ?» En entendant cela, Yen s'agenouilla immédiatement et, d'une voix sanglotante, Yen parla à la sainte à l'intérieur du palais. Yen n'est qu'un jeune agneau qui s'est égaré de manière inattendue. La sainte qui ne souhaitait voir personne m'a ouvert la porte. « Entrez, je vous prie. » Bien sûr, tout cela était une mise en scène de ma part. Pour gagner l'approbation initiale de la sainte, Yen devait d'abord paraître pieux et sans défense. Cependant, quand Yen entra dans le palais, ce qui m'accueillit n'était pas la sainte elle-même, mais une statue. Mais tout cela était logique, après tout, comment la sainte pourrait-elle rencontrer personnellement un étranger dans une tenue bizarre quand elle me voyait à travers la statue? Elle demanda catégoriquement « Comment t'es-tu égaré, jeune agneau ?» En entendant cela, Yen resta silencieux et posa un sac d'eau à côté de la piscine, puis, avec une expression solennelle, Yen déclara « Je suis venu signaler qu'une épidémie se propage dans les bidonvilles. J'ai apporté l'eau de leur puits. Si vous êtes vraiment une sainte, vous détecterez naturellement l'énergie maléfique qui émane de cette eau. » À l'origine, Yen pensait que mon plan se déroulerait sans heurts, mais de manière inattendue, la sainte révéla la vérité. « Ce que tu viens de dire, tout était mensonge. » Avant qu'Yen ne puisse prendre la parole pour me défendre, de lourds pas blindés sont soudainement venus du 2e étage. Puis une escouade de gardes entièrement armés est apparue au-dessus de moi. Le chef, d'une voix grave et autoritaire, demanda « Qui es-tu » Yen leva les yeux, ma pupille se rétrécissant. C'est un visage qu'Yen n'a pas vu depuis un moment. Pietro Covadis. Yen connaissait bien cette personne. Dans ma vie antérieure, il était la personne la plus juste qu'Yen n'ait jamais connue. Mais ironiquement, pour éradiquer toute injustice, ses méthodes étaient souvent plus cruelles que celles d'un démon. Les tortures que les 7 jeunes maîtres ont endurées dans la ville des opprimés proviennent toutes de son éducation. Le rencontrer à nouveau maintenant, Yen n'avait pas l'intention de bavarder. Yen se tourna pour partir et parla calmement. « J'ai dit tout ce que j'avais à dire et j'ai clarifié les choses. Yen devrait partir maintenant. » Cependant, après avoir dit cela, une attaque magique passa en sifflant près de moi. Pensais-tu qu'Yen laisserait une personne suspecte, comme toi partir comme ça ? Yen regarda le papier épinglé et ne put s'empêcher de glousser. Comme prévu, le Pietro de cette vie n'a pas du tout changé. Il aime toujours utiliser des choses étranges comme arme. D'un autre côté, Métro sauta du 2e étage. Yen peut sentir une énergie maléfique provenant de cette poche d'eau que tu as apportée. Si c'est vraiment une épidémie, alors c'est toi qui l'as propagée. Yen répondit calmement, si Yen suis le coupable, alors pourquoi Yen viendrais-je ici pour le signaler ? Mais avant qu'Yen ne puisse finir de parler, Pietro commença à lancer un sort, tirant des dizaines de papiers infusés de magie sur moi. Mais de telles attaques ne sont pas une menace pour moi. Yen pourrait même les affronter de front, sans subir aucun dommage. C'est juste que maintenant, Yen ne peut utiliser aucune compétence liée à Baskerville, sinon Yen révélerait définitivement mon identité, et naturellement, Hugo recevrait bientôt des nouvelles de ma survie. Il semble que la seule compétence qu'Yen puisse maintenant utiliser soit celle de Beelzebub. Yen exécuta un mouvement appelé la frappe crochet inversée visant Pietro. Bien que le mouvement n'ait pas frappé directement, avec la compétence marteau-kilogramme acquise en chassant l'ours-bœuf, même un Pietro aguerri au combat ne pouvait pas facilement le gérer. Alors qu'Yen atterrissait, Yen se précipita rapidement vers Pietro, déchaînant un barrage de coups de poing trop rapide pour être vu à l'œil nu. Mais le résultat fut inattendu, car le livre de Pietro était suffisamment dur pour résister. Voyant cela, j'ai utilisé toute ma force, mais Yen a immédiatement riposté avec sa technique mortelle. Acquis auprès de Cerbère, même si le livre était très résistant, le feu finit toujours par consumer le bois. Et c'était le feu infernal inextinguible. Heureusement pour Pietro, l'eau bénite l'a soigné. Cela a sauvé sa main d'une destruction totale, la seconde suivante. Pietro a concentré de la magie défensive dans ses mains, puis a rapidement balancé ses 2 poings sur moi.
En voyant cela, Ian n'a pas esquivé du tout, mais a simplement utilisé le bout de mon pied pour faire voler le livre encore brûlant pendant le feu infernal sur son corps. Pietro a immédiatement transformé son attaque en défense. Il ne savait pas que ce mouvement de sa part était l'occasion parfaite pour moi de l'achever après avoir encaissé un coup direct de mon puissant poing. Pietro s'est écrasé contre une statue, la réduisant en miettes. Il a ensuite craché du sang et s'est évanoui temporairement. Les soldats à l'étage, voyant cela, étaient frappés de terreur. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que le général invaincu, Pietro, soit vaincu par un assaillant inconnu. Cependant, pour protéger la sécurité du palais, ils devaient rester à leur poste, risquant leur vie. Juste au moment où Ian était sur le point d'éliminer les soldats qui me bloquaient le passage, une jeune fille blonde est soudainement apparue à l'étage. « Arrêtez-vous tous !» En y regardant de plus près, cette personne était bien la Dolores qu'Ian recherchait. Elle m'a alors demandé « Es-tu le jeune agneau perdu, mais vu la destruction que tu as causée ici, Ian pense que tu ressembles plus à un petit chiot couvert de blessures. Viens avec moi. Asseyons-nous et discutons calmement. » À ce moment, Ian se sentait mal à l'aise, se demandant si Dolores avait déjà deviné qui était Ian. Dans le futur, pendant la guerre contre les démons, elle soignait les patients sur les lignes de front, sauvant d'innombrables vies. Elle est l'exemple vivant de la bienveillance pendant cette période de ruine, comme tout le monde. Tous les artistes martiaux qui l'ont rencontrée, moi y compris, la respectaient. Mais juste à ce moment-là, Dolores a soudainement commencé à parler de ses problèmes quotidiens, disant que son stress récent l'étouffait. À l'origine, elle avait pris des vacances pour se détendre quelques jours à la maison, mais a fini par être harcelée par ces gens tous les jours. La raison pour laquelle elle rejetait et ignorait continuellement les nobles et les marchands qui se pressaient aux portes de la ville jour et nuit était que les maux pour lesquels ils demandaient un traitement étaient des problèmes triviaux comme les maladies conjugales, le pied d'athlète et la mauvaise haleine. Il n'y a pas une seule personne gravement malade. En entendant cela, Ian a également ressenti de la sympathie, car c'est simplement un gaspillage d'utiliser le pouvoir divin pour de telles trivialités. Cependant, Ian a rapidement changé de sujet. Ian comprend votre frustration, mais le problème le plus urgent en ce moment devrait être de s'occuper de l'épidémie dans les bidonvilles. À ce moment, Dolores a interrogé mon âme. Ces informations sont-elles exactes et n'êtes-vous pas impliqué dans cet incident ? Après avoir entendu cela, Ian ne savait pas comment répondre, mais être suspecté était normal. Il semble qu'Ian ait maintenant d'autre choix que d'exécuter le prochain plan. Juste au moment où ma main bougeait légèrement dans ma poche, Pietro, qui se tenait à côté, est immédiatement devenu alerte et s'est rapidement interposé devant Dolores pour la protéger, demandant « Qu'essayez-vous exactement de faire ?» La seconde suivante. Un pouvoir divin rayonnant a soudainement entouré ma main, laissant Dolores et Pietro stupéfaits. Mais comme Ian pouvait manier ce pouvoir, Dolores a supposé qu'Ian devait être un croyant comme elle. Immédiatement, Ian s'est tapé la poitrine et a parlé généreusement. « Ian ne veut vraiment pas voir ma patrie endommagée. Alors, pouvez-vous maintenant croire ce qu'Ian dit ?» Dolores a donné une réponse affirmative. Mais elle ne savait toujours pas qui pouvait commettre un acte aussi ignoble. En entendant cela, Ian a sorti une carte et a suggéré que le coupable pourrait être quelqu'un qui souhaite voir la famille Covadis tomber et en profiter. Ian a ensuite pointé la famille Leviathan sur la carte, puisqu'ils s'engagent souvent dans la recherche et la production de poisons. Ils étaient susceptibles d'être ceux qui y gagneraient le plus, avec la famille bourgeoise conglomérée. De plus, si Covadis était affaibli, ce serait la cerise sur le gâteau, pour la position relativement incontestée de la famille Leviathan. Et puisque la famille bourgeoise est une oligarchie financière, la mort des travailleurs mènerait directement à la faillite du propriétaire, leur permettant d'acquérir des biens de première qualité, à des prix extrêmement bas. Cependant, Ian pouvait faire ses déductions détaillées, grâce aux marchands bourgeois et aux poignards trouvés par le Balak. Alors Ian a dit à Dolores que les familles Leviathan et bourgeoises pourraient être étroitement liées à l'épidémie actuelle, bien que ce ne soit qu'une hypothèse. Après avoir entendu cela, Dolores fut très surprise, elle ne s'attendait pas à ce qu'Ian puisse prédire le cours futur des événements avec une telle précision, ce qui la rendit encore plus désireuse de découvrir qui Ian était réellement. Tout ce qu'Ian pouvait lui dire était le pseudonyme chien de nuit qu'Ian utilisait, à la place de ma véritable identité, mais à travers ses propres yeux, Dolores pouvait voir d'innombrables tourbillons d'émotions cachées en moi, violence, haine, frustration, l'odeur d'une bête assoiffée de sang, etc., le plus grave étant une tristesse profonde et insondable. Alors Dolores ordonna à Pietro qu'il devait d'abord visiter les bidonvilles, puis enquêter sur la situation réelle de l'épidémie, avant de faire rapport à leurs supérieurs. En arrivant au bidonville, l'atmosphère était en effet plus oppressante. Lorsque les croyants locaux ont vu la sainte arriver,
Avec ses gardes, ils l'ont immédiatement supplié de guérir la peste. Frappé par cela, Dolores réalisa la gravité de la situation, ce qui la fit croire pleinement ce qu'Ian avait dit. Pendant ce temps, Ian examinait patiemment les gens allongés sur le sol. Il semble que la méthode qu'Ian a utilisée pour effrayer les enfants ait vraiment fonctionné, tous les infectés étaient des adultes. Pourtant, Ian devait encore s'excuser auprès d'eux. Bien que les symptômes initiaux de la peste ne soient pas mortels, ils causent toujours de graves tourments physiques et mentaux. Ensuite, il était temps pour Dolores d'intervenir. Elle serra le poing, fit un geste de prière, puis commença à chanter un sort sacré. Avec ses larmes tombant au sol, le corps de Dolores brilla soudainement d'une lumière dorée, assez brillante pour transformer la nuit noire en jour. Sous l'illumination de la lumière sacrée, les patients infectés par la peste furent immédiatement guéris. À ce moment, les croyants versaient des larmes de gratitude maintenant que l'eau sacrée était apparue. Ma prochaine tâche est de trouver un moyen de la livrer à la tribu barbare. Peu de temps après, en regardant les zones nouvellement infectées sur la carte, Dolores savait que le pouvoir divin n'était qu'une solution temporaire à la peste, et ne pouvait empêcher l'apparition de nouveaux patients. De plus, l'analyse des fluides corporels extraits des patients a montré que la peste a une période d'incubation très courte. Bien que les patients ne meurent pas rapidement, ils doivent endurer de graves tourments physiques et mentaux. Ainsi, pour éradiquer complètement la peste, Dolores doit concentrer toute son énergie sur la purification du poison, avec l'eau sacrée la plus pure. Le dilemme ici est que, si elle veut contenir pleinement la croissance de la peste, elle doit abandonner le traitement de certains patients. Juste à ce moment-là, Dolores sentit soudain l'obscurité devant ses yeux, et s'effondra au sol, impuissante. Clairement, l'utilisation excessive du pouvoir divin avait eu des conséquences sur son corps. Pourtant, même ainsi, elle persista malgré la douleur. Elle sentait que si utiliser un peu plus d'efforts pouvait atténuer la souffrance des personnes touchées, elle continuerait à les traiter, même au prix de sa vie. Cependant, juste au moment où elle sortait, les 3 nobles qui avaient précédemment cherché la rédemption se tenaient devant la porte, affirmant qu'ils avaient apporté 3 chariots de fournitures d'urgence pour alléger le fardeau de la sainte. Mais les visages hideux qu'ils ont ensuite révélés ont grandement dégoûté Dolores. Ils estimaient que ces taudis sales et humides n'étaient pas des endroits qu'un saint devrait visiter. Si ces vauriens mettaient la main sur les provisions d'urgence, perdraient-ils leur autonomie originelle? En entendant cela, Dolores se retourna et s'éloigna. Mais les 3 hommes étaient implacables et décidèrent de mourir en tant que ses partisans. En entendant cela, Dolores eut une idée astucieuse et se retourna pour dire gentiment. « Alors Ian, je te laisse entièrement la distribution des provisions, ne me déçois pas. » Cette déclaration a immédiatement suscité de l'excitation dans leur cœur. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où les patients étaient soignés, ils ont immédiatement regretté d'avoir accepté d'aider les saints. Tout ici était si répugnant qu'ils se sentaient nauséeux. Naturellement, c'était ce à quoi Dolores s'attendait. Car sa générosité non sollicitée est suspecte et bien intentionnée. L'aide avec des arrière-pensées n'est rien d'autre qu'un acte abominable de profanation. Pendant ce temps, l'un des croyants venait de soigner des patients présentant des symptômes légers. Voyant cela, Dolores ne se sentit pas soulagée. Maintenant elle doit aller dans des endroits plus dangereux, où sont rassemblés les patients les plus gravement infectés des bidonvilles. Même si chaque endroit qu'elle visite est purifié par le pouvoir divin, compter uniquement sur sa propre force n'est finalement pas suffisant pour résoudre facilement la situation. Mais juste à l'instant suivant, l'expression de Dolores est instantanément passée du sérieux à hébété alors qu'Ian remplaçait sa position à ce moment-là, tout en soignant un patient gravement malade. Ian fit rapidement une incision sur la peau rougie et utilisa immédiatement le pouvoir divin pour guérir l'éruption cutanée, ainsi que la blessure pour revenir à un état sain. Cette scène a également apporté de l'espoir au prêtre nouvellement arrivé, qui a reconnu la méthode de traitement, consistant à injecter directement le pouvoir divin dans la zone infectée. Quant à Dolores, elle était très impressionnée, elle ne s'attendait vraiment pas à ce qu'Ian puisse combiner compétences médicales et pouvoir divin à un tel point. Cependant, la réaction de Dolores était conforme aux attentes, car elle était la seule ici qui pouvait maximiser le pouvoir divin. La raison pour laquelle Ian pouvait utiliser le pouvoir divin était due au karma accumulé dans ma vie passée. Tuer des démons pour l'humanité, il y avait une chance d'être reconnu par les dieux. Pour utiliser leur pouvoir, peut être même un niveau supérieur de pouvoir divin. Normalement, la dévotion aux dieux dépendrait de la quantité de pouvoir reçu, qui est le soi-disant ratio de 1 à 1, mais avec des pouvoirs supérieurs, c'est différent. Ils peuvent briser l'équation originale transformant le passé 1 pour 1 en 1 pour 10. Ou même le 1% Ian a maintenant, juste à ce moment-là, une petite fille a soudainement commencé à pleurer. Voyant cela, Ian s'est immédiatement retourné et l'a réconfortée.
Ta maman ira bientôt bien, alors Yen sortit une pièce d'or. Et la donna à la petite fille pour acheter de la nourriture nourrissante pour sa mère. Cependant, mon action a été rapidement arrêtée par le prêtre indiquant que l'aide matérialiste est strictement interdite dans les bidonvilles en même temps. Les habitants s'occupant de leurs malades ont également vu cela, montrant un regard avide, ce qui était exactement ce qui inquiétait le prêtre en revanche. Yen est resté calme car mon argent n'était que ce sac, bien que limité. Yen le donnerait aux patients qui en avaient vraiment besoin, mais à ce stade, Yen devait encore s'excuser. En entendant cela, Dolores était complètement perplexe, elle ne pouvait pas deviner pourquoi Yen s'excusait. Tout ce qui était fait ici était pour soigner les patients, se pourrait-il qu'il ait fait face au même dilemme que moi? Incapable de traiter pleinement davantage de victimes de la peste, il semblait que, en raison de la compréhension commune plus tôt, associée au même problème maintenant, le cœur de Dolores a involontairement commencé à battre vite, alors que le matin arrive épuisé par le traitement des patients. Yen boit de l'eau, et se repose dehors à ce moment-là. Dolores m'a trouvé en la voyant. Yen a rapidement demandé s'il y avait une nouvelle épidémie d'infection dans les bidonvilles. Dolores répondit par la négative, puis elle s'assit à côté de moi et dit « Merci pour ton aide, sans toi, le taux de mortalité dans les bidonvilles ne serait pas nul. » Yen répondit du mieux qu'il pouvait, sans avoir besoin qu'on se souvienne de lui. Mais juste à l'instant suivant, Dolores s'étrangla. Elle me dit qu'elle détestait vraiment le titre de Dolores, octroyé par Dieu, souvent elle se sentait impuissante. Tout comme pendant cette soudaine mort rouge, sans mon intervention. De nombreuses familles auraient souffert de la douleur de la séparation. Elle pensait qu'elle ne devrait pas avoir le titre de Dolores. Dieu devrait l'accorder à quelqu'un comme moi, dont l'esprit, la foi et les pensées sont tous très forts. Voyant Dolores se rabaisser trop, Yen lui dit immédiatement « La raison pour laquelle Dieu t'a choisi parmi des milliards d'humains est sûrement parce que tu as le cœur le plus pur. Ce dont ce monde a besoin, c'est d'une lumière capable de pénétrer la source de tous les maux. En même temps, seule une personne aussi pure que toi était qualifiée pour faire briller cette lumière. » Après avoir entendu ce qu'Yen a dit, Dolores a finalement stabilisé ses émotions, et alors, avec des larmes, elle m'a dit qu'elle avait trouvé son but dans la vie. La scène change, et 7 jours et 8 nuits se sont écoulés. Depuis qu'Yen a rencontré Dolores, à ce moment-là, un faisceau de lumière dorée surgit soudainement d'une maison dans les bidonvilles. Il s'est avéré que pendant les jours où nous étions séparés, Dolores s'était concentrée sur la création d'eau bénite suffisamment dense pour purifier la peste. Et juste au cas où, elle avait également créé 2 gouttes supplémentaires, et les avait stockées dans une bouteille. Ensuite, Dolores confia l'eau bénite préparée aux saints chevaliers. Yen leur demanda de la placer dans la crypte souterraine de Saint-Méca. Voyant qu'il était encore tôt, Dolores décida de faire autre chose. Quand elle arriva devant une statue de la déesse, debout en dessous et priant. Était la personne que Dolores voulait trouver, cette personne était son père, Humbert. Le cardinal de la cathédrale Saint-Méca, Père Yen, je suis ici pour faire un rapport sur la récente peste. En entendant cela, Humbert cessa immédiatement de prier. Et se tourna pour féliciter Dolores, tu as fait quelque chose de remarquable. Comme Yen s'y attendait de toi, en entendant cela, Dolores baissa la tête et répondit, vous êtes trop aimable, alors Dolores raconta à Humbert son plan pour lutter contre la peste. Yen a décidé d'aller dans les bidonvilles. Utiliser une bouteille d'eau bénite concentrée et la verser dans le puits. Qui a été infecté par la peste, car c'est très probablement la source de l'infection. Quelqu'un a trouvé la bouteille en verre utilisée par l'auteur pour empoisonner le puits. Et selon le rapport d'enquête de Pietro, ils ont également trouvé 2 objets laissés tomber par le suspect. Voyant cela, ce qui attira l'attention d'Humbert, ce furent les emblèmes signifiant qu'ils provenaient du Léviathan. Et de la famille bourgeoise, Humbert devint immédiatement furieux et d'innombrables lumières dorées commencèrent à émerger. Rapidement autour de lui, et même le gravier sur le sol flottait. Sous son autorité, il semblait qu'Humbert était vraiment en colère. Comment osent ces misérables toxicomanes et avares insulter la divinité, déclarer une guerre sainte? Et ce type qui se fait appeler le chien de nuit, suspect, capturez-le immédiatement. Et faites-lui tout avouer, à peine avait-il fini de parler, que Dolores réprimanda immédiatement son père avec colère. Il est innocent, c'est quelqu'un qui a fait de son mieux pour soigner les infectés. La raison pour laquelle il n'y a pas eu de victime est grâce à lui, il est impossible qu'il soit mauvais. Mais peu importe comment Dolores expliquait, Humbert insistait toujours pour ne pas changer d'avis. Pour ma fille qui ne m'a jamais contredit, dire ça, Yen va l'interroger personnellement. Disant cela, il rassembla alors le pouvoir divin dans sa main, puis le projeta dans le ciel. Et ordonna à tous les saints chevaliers de Saint-Méca, Yen vous ordonne au nom du cardinal. Allez capturer l'homme qui prétend être le chien de nuit immédiatement, en un instant. Les saints chevaliers se sont mobilisés, si nombreux qu'ils étaient. Ils ont rapidement localisé la maison où Yen se cachait, mais, alors que les saints chevaliers défonçaient la porte verrouillée, leurs expressions se figèrent instantanément,
l'endroit était déjà vide. Pendant ce temps, à la cathédrale, un croyant courut frénétiquement pour signaler une urgence. En le voyant, Humbert demanda immédiatement ce qui s'était passé. Le croyant, haletant, dit « Une des 3 bouteilles d'eau bénite, stockée dans la crypte souterraine, a été volée. » En entendant cela, Dolores réalisa soudain « Se pourrait-il que ton but en venant ici était juste de l'obtenir ?» Pendant ce temps, au sommet des remparts de la ville, Ian tenait l'eau bénite volée. « Merci pour ça, dit-il. » Après ces mots, Ian quitta rapidement Saint-Méca.